Bienvenue à notre réunion amicale, notre symposium Art et Art. Aujourd'hui, nous allons traiter du sujet de la critique d'art. Et nous aurons comme intervenant Monsieur Robert Isler, ici à ma gauche, qui appartient à l'association Carrefour Télématique. Puis ensuite, Monsieur Bernard Bois nous parlera de Rémy de Gourmont et nous présentera son travail édité à Lerne en 2003. Enfin, Monsieur Persin, grand critique d'art international, sera notre grand témoin de la critique aujourd'hui. Et je conclurai enfin avec un travail sur le critique d'art d'hier et d'aujourd'hui, art de l'écriture au service de l'artiste ou communication au service du critique. Voilà. Donc je pense, si Jacques Chatelot veut bien nous donner la ligne, je pense que notre ami Robert Isler va pouvoir commencer son intervention. Je peux tout de suite. Très bien, merci Jacques. Ça y est, on peut y aller? Oui. Il y a pas mal de temps, hélas, il y avait dans la vitrine d'un antiquaire du quai Voltaire un extraordinaire automate. C'était un oiseau qui battait des ailes, qui chantait, qui virevoltait dans sa cage et qui fascinait tellement il était semblable au vrai. Mais au bout de 10 minutes, dès qu'on avait décrypté le programme mécanique qui l'animait, cet objet merveilleux devenait tout à fait indifférent, n'avait plus le moindre intérêt. Vous entendez mieux comme ça? À l'opposé, la mer. Un homme devant la mer, il peut y rester des heures, y revenir le lendemain, ainsi de suite. Mais d'où cette fascination? Est-ce que c'est uniquement le tohu-bohu de la mer? C'est tout au contraire l'espèce de dichotomie schizophrène entre le pressentiment d'un ordre et l'incapacité de décrypter clairement cet ordre. Là, vous allez me dire, on est bien loin de la critique d'ordre dont vous avez à parler. Croyez-vous? Parce que je pense que l'émotion esthétique procède exactement de ce même phénomène d'être tenu en équilibre entre un ordre, une organisation des choses que l'on pressent, mais un ordre et une organisation des choses que l'on ne sait pas lire, qu'on n'arrive pas à décrypter totalement. Mais alors, si cette critique d'art, si cette émotion esthétique repose sur ce côté secret, de quoi peut bien parler la critique d'art? Alors, pour essayer d'y répondre, j'ai convoqué un certain nombre de témoins dont je vais vous lire tout bêtement les témoignages. D'abord, pour voir si ce côté d'équilibre entre je pressens mais je n'arrive pas à décrypter complètement est ou n'est pas généralement reconnu. Alors tout d'abord, l'éditorial d'un numéro hors série de la revue Sciences Humaines qui a pour titre « L'art est en nous ». Et l'auteur écrit ceci: après avoir énuméré toute une série d'objets dont les photographies ont été publiées dans le numéro d'avril du Journal des Arts, et donc par conséquent d'objets dont il conclut qu'ils sont des œuvres d'art, il se pose la question, mais qu'est-ce que ces objets ont-ils en commun? Et il constate avec Aristote, que nous appelons l'Arescoute, il y a plus de 2300 ans, était d'accord avec cette idée: l'œuvre d'art n'a pas d'autre nature que d'être une source de plaisir esthétique gratuit. Autre revue par Guillaume Allary, une lecture hegelienne de l'art moderne, dans la revue Idées en février 1999. Et
expose que David Hume et Kant, fondateurs de l'esthétique, affirment que le beau est dans l'œil du spectateur. Le jugement esthétique est avant tout un plaisir sensible et immédiat. Kant, qui est le premier à thématiser la relation œuvre-spectateur, fonde le jugement sur le jugement de goût intégralement subjectif. En effet, commente l'auteur, face à une œuvre, j'éprouve un sentiment immédiat singulier. Si Georges Brassens me donne mal à la tête, on aura beau m'expliquer tout ce qu'on voudra, il continuera de me donner mal à la tête. Et il conclut, pour Kant, le jugement esthétique, comme tout sentiment immédiat, ne requiert aucune connaissance particulière. Paul Valéry, dans Epaminondas ou l'architecte, qui est une œuvre de commande à propos d'une manifestation d'architecture, donc il parle d'architecture, mais en réalité, ce qu'il dit des ressorts secrets de l'émotion esthétique et de l'œuvre d'art vaut pour la peinture tout autant que pour l'architecture. Alors c'est Phèdre qui parle à Socrate dans les Champs-Élysées et qui parle d'un certain Epaminondas, architecte, dont il dit « Pareil à ces orateurs et à ces poètes auxquels tu pensais tout à l'heure, il connaissait, ô Socrate, la vertu mystérieuse des imperceptibles modulations. Nul ne s'apercevait devant une masse délicatement allégée et d'apparence simple d'être conduit à une sorte de bonheur par des courbures insensibles, par des inflexions infimes et toutes puissantes, et par ces profondes combinaisons du singulier et de l'irrégulier qu'il avait introduites et cachées et rendues aussi impérieuses qu'elles étaient indéfinissables. Il faut, disait cet homme de Mégare, que mon temple meuve les hommes comme l'émeut l'objet aimé. L'objet aimé, pardon. Kandinsky. La recherche du caractère personnel, de style et accessoirement du caractère national dans une œuvre. Il parle de la fameuse nécessité intérieure sur laquelle il base toute la création artistique, picturale. Donc, la recherche du caractère personnel, du style et accessoirement du caractère national dans une œuvre ne saurait donc être l'objet d'aucune étude systématique. Alors lui, il est carrément. René Huyghe, dans Sens et destin de l'art, écrit celle-ci, parlant de la qualité, celle-ci se ressent, mais ne se définit, ne s'explique. On lui a seulement donné un nom, on l'appelle en art la beauté, mais depuis qu'il y a des artistes et des penseurs, elle ne se laisse appréhender par aucune théorie. Paul Klee, juste un mot. La force créatrice échappe à toute dénomination. Elle reste, en dernière analyse, un mystère indicible. Paul Valéry de nouveau, dans l'introduction à la méthode de Léonard de Vinci. Le peintre dispose sur un plan des pattes colorées dont les lignes de séparation, les épaisseurs, les fusions et les heurts doivent lui servir à s'exprimer. Le spectateur n'y voit qu'une image plus ou moins fidèle de chair, de gestes, de paysage. Le tableau se juge dans le même esprit que la réalité. Je crois cependant que la méthode la plus sûre pour juger une peinture, c'est de ne rien reconnaître d'abord et de faire pas à pas la série d'inductions que nécessite une présence simultanée de taches colorées sur un champ limité. C'est de même que j'ai jugé pour la poésie, que l'on doit l'étudier d'abord en tant que pure sonorité, la lire et la relire comme une sorte de musique. Toujours Valéry et toujours dans l'introduction à la méthode de Léonard de Vinci, s'agissant de la composition, de telles difficultés relatives aux effets sont généralement abordées et résolues à l'aide de notions et de mots extraordinairement obscurs et entraînant mille embarras. Plus d'un passe son temps à changer de définition du beau, de la vie ou du mystère. 10 minutes de simple attention à soi-même devraient suffire pour faire reconnaître l'inconsistance de l'accouplement d'un nom abstrait toujours vide à une vision toujours personnelle et rigoureusement personnelle.
Quelques autres minutes de conscience conduisent à constater qu'il est illusoire de vouloir produire dans l'esprit d'autrui les fantaisies du sien propre. Rien n'entre plus difficilement dans l'esprit du monde, et même dans celui de la critique, que cette incompétence de l'auteur à l'égard de son œuvre une fois produite. Et enfin, Fernand Léger, dans la fonction de la peinture, ce que l'on appelle tableau abstrait n'existe pas. Il n'y a pas d'abstrait, ni de concret. Il y a un beau tableau et un mauvais tableau. Et il y a le tableau qui vous émeut et il y a celui qui vous laisse indifférent. Un tableau a une valeur en lui-même, comme une partition musicale, comme un poème. La beauté est partout, dans l'objet, le fragment, dans les formes purement inventées, mais ce qu'il faut, c'est développer sa sensibilité pour pouvoir discerner ce qui est beau de ce qui n'est pas beau. L'intelligence, la logique n'ont rien à voir dans tout cela. On n'explique pas l'art, c'est du domaine de la sensibilité. Donc voilà toute une série de gens qui, comme moi, pensent que l'émotion esthétique est absolument pas démontable. Donc je me demande ce que le critique d'art peut bien vouloir faire là-dedans. Alors peut-être pourrait-on se dire, mais il n'y a pas que l'œuvre, il n'y a pas que sa structure intérieure, il y a aussi les intentions de l'artiste. Donc voilà un champ que la critique d'art pourrait explorer. Mais quand je suis devant les bisons d'Altamira, quand je suis devant la peinture archaïque chinoise, je n'ai pas la moindre idée de l'intention que voulaient les peintres. Et est-ce que ça m'empêche d'avoir une émotion esthétique forte? Donc ça n'est pas non plus, me semble-t-il, dans l'explicitation des intentions ou du peintre que la critique d'art pourra m'apporter grand-chose. Alors j'en viens à mon ami Michel Ragon, ex-président des critiques d'art internationales, qui s'est rendu célèbre, entre autres choses, par une préface au livre de Pierre Restany, un peu comme la préface de Cromwell, où il développe une étonnante théorie. Alors je vous le lis intégralement, enfin pas intégralement, mais des passages. Mon ami Mathias Goering, c'est Ragon qui parle, me disait, si l'on me demandait quels sont les personnages les plus importants dans l'art actuel, c'est tout de suite le nom de quelques critiques d'art qui me viendraient à l'esprit. Dans toute boutade, il y a une part de vérité, bien sûr, et d'exagération. Il n'en reste pas moins, dit Ragon, qu'on s'en réjouisse ou qu'on le déplore, que dans tous les arts contemporains, la théorie devient l'une des formes les plus élevées de la création. Il existe plusieurs sortes de critiques. Le critique passif, le critique voyeur, celui qui enregistre comme une plaque sensible toute l'actualité, qui s'en repaît et donne ensuite au public qui le lit quelques miettes de son festin. Le critique juge, qui bénit et excommunie, ou coupe la poire en deux de peur de se tromper. Le critique théoricien, qui met en formule les travaux des artistes, échafaude des systèmes, en catalysant les tendances qui sans lui resteraient éparses, et met en quelque sorte un ordre créatif dans le désordre de la création. Le critique militant, compagnon de lutte d'un clan, voire d'un chef de bande, qui n'a Dieu que pour une seule chimène. Pierre Restany, car la préface en question est une préface au livre de Restany, Pierre Restany est un mélange de théoricien et de militant. Pour bien comprendre la portée de son œuvre, il ne faut pas seulement considérer ce qu'il a écrit, mais aussi ce qu'il a fait. Et c'est là qu'apparaît une forme, je crois, nouvelle de la critique militante. Diderot et Baudelaire étaient des voyeurs mitigés de juges. Le militantisme apparaît avec Duranty, Zola, Fénéon, s'épanouit avec Apollinaire et André Breton. Ces deux derniers sont des exemples de critiques d'art à la fois théoriciens et militants. Le militantisme d'Apollinaire en faveur du cubisme est au moins aussi important, sinon plus, que ce qu'il a écrit de Picasso et de Braque. Même chose pour André Breton, on ne souligne pas assez cet aspect de la critique contemporaine,
cette action d'organisateur, d'exposition, de membres de jury, de diffuseurs de nouvelles actions de l'art, par toutes les techniques nouvelles. Écrire, organiser, grouper, définir, voilà quelques-unes des tâches du critique d'art militant et théoricien. Catalyser les mouvements épars, réunir les artistes travaillant dans le même sens et qui, sans le critique, n'auraient eu aucune chance de se rencontrer. Apaiser les dissensions qui surgissent, brandir un manifeste comme un drapeau, vivre enfin l'aventure de l'art, d'un moment de l'art dans toute sa plénitude, avec toutes les passions et les injustices que cela comporte. Ce n'est pas là s'en tenir au rôle déjà fort séduisant d'ami de peintre, tel que le définissait Carco, mais être beaucoup plus exigeant et plus ambitieux au niveau où nous nous plaçons. Le critique ne se contente pas d'être un compagnon de l'artiste, il l'aide à être lui-même. Souvent, il le révèle à lui-même avant de le révéler aux autres. Non seulement il indique les nouvelles voies où l'art s'engage, mais il invente ces nouvelles voies en travaillant avec ces matériaux que sont les artistes eux-mêmes. Il repère quelques artistes, voit leurs concordances, exalte ces concordances, et d'autres artistes arrivent. Pour ces derniers, le critique aurait été un révélateur, non pas seulement révélateur dans le sens de celui qui fait connaître, mais surtout tel qu'on emploie en photographie, celui qui fait apparaître l'image latente. Il a su exprimer avant eux ce qu'il ressentait confusément. C'est là où le critique s'élève à la création. Pour le critique théoricien, l'artiste est le matériau dont il se sert pour s'exprimer. Alors on a bouclé la boucle, il n'y a plus de critique d'art, il y a des artistes qui, à l'aide de la critique, réalisent par le biais des peintres l'œuvre qu'ils veulent ou qu'ils auraient voulu faire. Je vous remercie. Bravo Robert. Notre ami Robert Isler va céder la place à Bernard Bois, qui a donc fait partie. Par contre, il faut transmettre le micro. Notre ami Bernard Bois, qui a fait un travail remarquable avec une équipe, un ouvrage collectif qui a été publié par Lerne en 2003, qui s'appelle Gourmand. Et que je vais faire passer, qu'on va peut-être voir ici, quelques secondes, et que je vais faire passer au public, comme ça vous pourrez juger de la qualité d'ouvrage. Donc Bernard Bois va intervenir sur Rémy de Gourmont en tant que critique d'art. Rémy de Gourmont est un écrivain, un critique d'art, et je dirais aussi un esthète, comme disait Philippe Julien, un esthète, un magicien. Il a créé cette revue du Mercure de France en 1890, avec Jules Renard, qui a été l'apporteur financier. Et puis, ça a été une longue aventure, jusqu'à ce que la nouvelle revue française de concurrence avec André Gide. Alors cet ouvrage est le fruit de 10 à 12 personnes qui ont travaillé chacun dans un sujet bien précis. Rémy Gourmont est assez connu maintenant du grand public, mais surtout des universitaires. Donc nous avons créé une association Rémy Gourmont et aussi maintenant un site internet dont Lise parlera tout à l'heure. Alors ce site Rémy Gourmont est destiné à la vulgarisation des œuvres de Rémy Gourmont, de ses pensées, de ses ouvrages, de ses romans. Et ce soir, j'interviens sur Rémy Gourmont, critique d'art, car c'est l'article que j'ai consacré dans le cahier. Rémy Gourmont est un esthète. Il aimait les grands papiers, les grands tirages.
les tirages sur papier de Chine avec des couvertures différentes, avec 7-8 papiers différents. Enfin, c'était quelqu'un qui aimait le livre par-dessus tout. Et il a donc créé cette revue, et le Mercure de France a été la première revue à parler avec Albert Aurier, qui était le grand critique d'art du Mercure, qui est mort prématurément, enfin à 37 ans. Donc Albert Aurier, Rémy Gourmont, Ivanhoe Rambonson étaient les grands critiques des années 1890-1895. Et les premiers écrits sur Van Gogh, Émile Bernard, Maurice Denis sont parus dans Mercure. Rémy Gourmont parlait de ces petites japonaises délicieuses qui étaient les peintures réalisées par Maurice Denis. Il a parlé bien sûr de tous ces peintres, entre autres Filigeur, ici, dont je reproduis la couverture du latin mystique de Rémy Gourmont. Et on parle beaucoup de Filigère parce que c'était la vente breton ces jours-ci. Et il y avait quelques Filigères, dont celui-ci, avec une critique d'André Breton. Ce tableau a été d'ailleurs un des tableaux qui a atteint des prix assez astronomiques d'ailleurs à la vente Breton. Et certains tableaux, certaines œuvres de Filigère sont exposées actuellement à l'exposition Gauguin et Pont-Aven au musée du Luxembourg. Alors en fait, Rémy Gourmont, lorsqu'il parle de Filigeur, il parle des Cimabue plus finis, plus poussés, l'âme des primitifs, la foi d'un Angelico, un amour pour les yeux, qui sont tout l'homme intellectuellement sensible, des têtes comme celle du Christ et de ses anges, qui s'inscrivent pour toujours dans les prunelles, comme celle de cette Vierge à l'enfant. C'est un mystique et non d'imitation, de tempérament, un homme de foi et de charité en même temps qu'un artiste précieux et savant en théorie. Ça, c'était dans Mercure de France, mai 92. Alors bien sûr, à l'époque, il y avait tous ces salons, il y avait beaucoup de petites revues artistiques, et tous les salons, dont ici il y a une caricature, tous ces salons ont révélé tous les peintres de Pont-Aven, les Seguin, les O'Connor, dont la presse parle de temps en temps lorsqu'il y a des expositions thématiques sur le sujet. Mais Rémy Gourmont a été vraiment, par le Mercure, avec Aurier, a été un des premiers découvreurs d'Émile Bernard, de Van Gogh. Alors justement, c'est bon. Là, nous pouvons, Lise, à le site actuellement de Rémy. Oui, comme bien. Tu veux. Oui, tu peux te mettre là. Excusez-nous. Pardon. Voilà, alors ça c'est le site Gourmont qui existe grâce à Christian Buat et un de ses amis. Alors, par exemple, ici, nous pouvons chercher, en cliquant ici, Filigeur, voilà. Alors, normalement, on va trouver, alors, ben voilà, nous avons donc l'Idéalisme, qui est un des premiers ouvrages de Rémy Gourmont, une petite plaquette. Voilà le livre L'Idéalisme, qui a été publié en 1893 et qui a été illustré d'ailleurs par Filigeur. Alors vous avez donc, par ce site, vous avez les textes importants de Gourmont. Alors notamment ici, vous avez donc l'illustration de Filigeur, qui est un portrait d'une femme allongée, qui est un peu influencé aussi par Puvis de Chavannes dans cette illustration. Alors, donc, vous avez, ce site permet de retrouver des textes, des écrits. Alors, bien sûr, Filigeur a été aussi illustrateur dans l'Imagier. L'Imagier était une revue
assez rare, qui était vendu pendant la vente Gourmont. Voilà le bulletin de souscription de l'imagier. Il y a 8 fascicules. Et je pense qu'on va peut-être pouvoir voir les illustrations, la page. Voilà. Donc ici, vous avez les bois des illustrations. Celle-ci, ici, c'est une illustration d'Émile Bernard. C'est parti. Pardon. Voilà. Celle-ci que je vais cliquer, ça c'est une illustration de Rémy Gourmont. Il a produit quelques illustrations. Alors, les premières gravures sur bois, cet ouvrage était un ouvrage qui était... l'imagier était consacré aux illustrateurs du Moyen-Âge, parce que Rémy Gourmont avait des ancêtres qui étaient à graveurs sur bois. Et ces ouvrages sont maintenant très rares à trouver, ce sont pratiquement des incunables. Alors bon, enfin, je voulais revenir sur ce site Gourmont. Malheureusement, Thierry Gilbeuf, qui est le cofondateur de l'association Rémy Gourmont, qui a œuvré beaucoup pour je m'excuse que je cherche voilà. Thierry Gilbeuf a donc créé avec moi-même l'association Rémy Gourmont, et puis grâce à Christian Buat qui a fait la mise en page au quotidien, parce qu'il ne faut pas seulement faire un site, mais il faut le faire vivre. Donc il est actualisé tous les 15 jours par des nouvelles illustrations, par des textes, parfois par des textes inédits, car l'association Rémy Gourmont publie une revue qui permet d'éditer parfois des textes inconnus de Rémy Gourmont. Il y a certains textes qui sont actuellement au fond d'Ousset et qui seront certainement publiés dans les années prochaines. Alors ici, par exemple, là, je voulais vous trouver Gauguin. Alors là, c'est un texte d'Aurier. Donc, Aurier est mort prématurément, mais c'était officiellement le premier critique d'art du Mercure. Et il a été le plus important, le premier à parler vraiment aussi de Vincent van Gogh. Voilà. Bon, alors, on ne peut pas tout regarder le site parce qu'il y en a pour des heures, mais je voudrais revenir au texte maintenant ici que j'ai préparé. Alors, ici, vous avez j'ai fait une recherche sur les peintres et les critiques. Donc, je voulais surtout parler d'Octave Mirbeau, aussi, qui a été un des grands critiques pour Vincent van Gogh, qui a écrit des choses merveilleuses, notamment en parlant du Sommer, qui a été influencé par Millet. Alors, voilà le texte ici de... Ah, j'ai appuyé sur un bouton. Pas d'image. Il faut appuyer sur un bouton, là. J'ai un problème avec le... Ah. Non. Ah. Merci. Voilà, alors donc dans ce texte, je vais donc passer la production ici. Voilà le tableau de Vincent van Gogh. Et voici la critique de Mirbeau. Dans le Sommer de Millet, rendu si surhumainement beau par Vincent van Gogh, le mouvement s'accentue, la vision s'élargit, la ligne s'amplifie jusqu'à la signification du symbole. Ce qu'il y a de Millet demeure dans la copie, mais Vincent y a introduit quelque chose à lui, et le tableau prend bientôt un aspect de grandeur nouvelle. Alors, pour revenir aux critiques, Mirbeau était un collectionneur, il a acheté lui-même quelques œuvres de Vincent, et il a acheté un tableau des Iris et le portrait du père Tanguy de son vivant. Alors, en continuant l'exploration, voici, je reviens un peu sur le sujet de M. Landais qui était là il y a quelques semaines maintenant.
Donc, pour l'exposition Vincent van Gogh en 1954 aux Tuileries, il y a eu 2 catalogues, un premier et un deuxième. Dans le premier, il nous était présenté un document nous parlant du docteur Gachet. Alors, voici le portrait du docteur Gachet. C'est celui qui est au musée d'Orsay. Et dans ce catalogue, malheureusement, il y a la brillance. Dans ce catalogue, il est précisé que ce portrait a été réalisé par le docteur Gachet. Mais l'erreur a été corrigée. Dans le deuxième catalogue, on a précisé ce tableau est la réplique exécutée pour le docteur Gachet. Alors ça, c'est le tableau qui est au Japon, qui a disparu de la circulation. Mais il y a donc, dans le catalogue, il y a deux catalogues avec 2 versions. Dans la première, il y a eu un encollage de papier pour cacher la provenance du tableau. Et dans le deuxième, bien sûr, on a imprimé suivant le correctif du premier catalogue. Bon, alors ça, c'est pour revenir au problème des faux et des vrais. Ensuite, je voudrais quand même parler de ce livre qui est très important, La promenade du critique influent. C'est une anthologie de la critique d'art en France. Et dedans, vous avez énormément de comparaisons sur les veines artistiques et, bien sûr, sur le monde de la critique. Je ne sais pas si M. Barbier non, M. Barbier n'est pas là. Alors, je pense à lui parce que il est très au courant de ce tableau. Alors, voici l'église d'Auvers. Alors, c'est celui du musée d'Orsay, hein, que le docteur Gachet, même provenance. Et voici une autre église d'Auvers, mais qui est dans une collection privée. Il est dans un format un peu plus petit que celui du musée d'Orsay. Le seul problème, c'est qu'on n'a jamais réussi, bien sûr, à les faire paraître ensemble en grand public. Ce serait une opération sans doute très intéressante. Bon, là, c'est pour revenir au travail de M. Landais, qui a beaucoup travaillé sur le sujet. Et puis maintenant, je reviens quand même à la partie pour laquelle nous nous sommes réunis sur la critique d'art. Voici maintenant une étude. Ça, c'est une étude qui date dans les mois qui suivaient le décès de Vincent van Gogh. C'est donc dans Les Hommes d'aujourd'hui, dans cette série, c'est un portrait d'Émile Bernard représentant Vincent. Et voici le texte il y a 4 pages en fait de texte d'Émile Bernard sur Vincent. Alors en fait, beaucoup de peintres étaient eux-mêmes des critiques d'art. On pourrait travailler assez longtemps sur le sujet. Vincent s'est beaucoup inspiré d'autres peintres, notamment de Jules Breton, entre autres. Et beaucoup de peintres ont été eux-mêmes des critiques de leurs confrères. Là, vous avez ici quelque chose d'intéressant aussi sur les salons de l'époque, sur le salon sur l'impressionnisme. Alors bien sûr, on n'arrive pas à lire peut-être de loin. Je vais vous le commenter. Donc, ce portrait, c'est le peintre impressionniste, mais ce sont des tons de cadavres. Oui, malheureusement, je ne peux pas arriver à l'odeur. Bon, Ernest Chénaud. Alors, nous avons beaucoup de critiques des peintres. Vous avez donc, je reviens ici, les écrivains devant l'impressionnisme. Il y a des textes de Mallarmé, Duranty, Zola, Bourget, Huysmans, Mirbeau, que j'ai déjà cité, Maupassant, Verhaeren, Fénéon, qui était aussi quelqu'un qui a beaucoup travaillé avec le Mercure de France. Et maintenant, je voudrais quand même passer à l'étape suivante, ici. Alors, ça, c'est toujours Mirbeau, critique d'art. Malheureusement, avec la brillance, on n'arrive pas à le lire, je crois. Hein. Donc, Mirbeau, critique d'art, l'œuvre d'art ne s'explique pas et on ne l'explique pas.
L'œuvre d'art se sent et on la sent, et inversement, rien de plus. Et ceci est une de ses supériorités évidentes, une preuve absolue de sa beauté, un de ces admirables privilèges que paroles et commentaires n'y peuvent rien ajouter, et qu'il risque, en s'y mêlant, d'en altérer l'émotion simple, silencieuse et délicieuse. Ça, c'est tiré d'un écrit de Mirbeau à propos de Claude Monet, paru dans l'Humanité le 8 mai 1904. Alors, pour en revenir un peu plus près pour la peinture contemporaine, parce que la critique d'art va jusqu'à nos jours, c'était un petit peu facile de mettre le titre de Rémy Gourmand à nos jours. Malheureusement, le temps nous est compté. Alors, là, c'est un texte sur une artiste qui est coréenne, qui s'appelle Jeon Jang. C'est un texte d'Yves Michaud pour des œuvres qui sont celle-ci. C'est une artiste contemporaine, bien sûr, qui fait un peu dans la façon bande dessinée. Mais bon, avec d'autres avantages. Voilà. Alors, pour conclure, parce que le temps se presse, alors voilà. Donc, je voulais simplement donner quelques idées pour... mais je pense qu'on arrive... Je ne sais pas si on arrive à lire. Voilà. Bon, en fait, la critique d'art, c'est une interprétation. Chacun est critique d'art. Je pense que Mirbeau a été lui-même un collectionneur, et des gens comme Philippe Jullian, qui était lui-même un grand admirateur du symbolisme, étaient critiques d'art, mais ils aimaient la peinture. Il y avait une passion, à la fois du collectionneur. Je pense que le collectionneur est très averti. Vous avez ici Jean Planck, dont il y a actuellement une exposition à l'Hôtel de Ville de Paris, qui dit, pour résumer, « J'ai mieux aimé les tableaux que la vie, ma vie égale tableau. Le tableau s'impose à moi avec brutalité dans sa totalité. Un tableau a une odeur, se ressent par ce dedans, par ce qui est derrière, par le secret du tableau. Le secret du peintre est là, la découverte de soi aussi. Il y a seulement le mystère, la magie et l'horrible parfois peut tout aussi bien que le beau exprimer ces choses. » Et je voudrais revenir à ce questionnaire aussi, pour un petit peu poser des questions à chacun. L'art est-il nécessaire? L'art est notre portrait. L'art est notre conscience. L'art est notre mémoire. L'art est notre rêve. Il nous faut de l'art. L'art est notre communication. L'art est éclaircissement. L'art est libération. L'art est vérité. Et pour conclure, je voudrais parler des 4 cercles dont parle dans son livre Pierre Bourdieu, L'amour de l'art. Les 4 cercles. Le premier cercle, le plus restreint et le plus proche, les artistes, ce sont les pairs, c'est-à-dire les autres artistes. Le deuxième, ce sont les critiques. Le troisième, ce sont les marchands et les collectionneurs. Et le quatrième et dernier cercle, le plus large et le plus éloigné des artistes, c'est le grand public. Mais on sait aujourd'hui que le public n'existe guère qu'à titre de fantasme dans la tête de ceux qui en parlent, parce qu'il y a toujours plusieurs publics. L'idéal républicain était de faire accéder au grand art le plus de citoyens possible, de faire connaître les critères du grand goût au plus grand nombre. Au lieu de cela, l'idée d'un enseignement de l'histoire de l'art, seul moyen de faire accéder l'enfant à une culture du visible, tout comme l'apprentissage de la lecture le fait entrer dans la culture du lisible, est sans cesse repoussé. Il est plus démagogique et moins coûteux pour l'État de célébrer un fait culturel sans hiérarchie que de favoriser une éducation qui sanctionne un effort. Voilà, je voulais conclure sur ces quelques textes. Bien, merci Bernard. Et je crois que ce livre superbe circule. Nous allons ensuite donner la parole à notre grand témoin, puisque pour chaque symposium, nous avons des chercheurs et puis nous invitons à chaque fois un grand témoin. Cette fois, c'est notre ami M. Persin qui va venir nous parler de la critique d'art en tant que profession, en tant que vie. Il nous a apporté aujourd'hui le catalogue d'un salon
dont il est le président et le grand animateur, qui est grand et jeune d'aujourd'hui, que nous ferons circuler. Alors, voilà. Il faut mettre les lunettes, peut-être, non? Voilà. Voilà, comme ça, voilà. Et il faut ensuite, si possible, mettre ça dans un endroit qui vous... Voilà, peut-être qui m'est là. cher, oui. Voilà, peut-être plus pratique, oui. Comme un Walkman. Voilà. Donc, je ferai circuler ce document. Et puis ensuite, C'est très amusant. Monsieur Patrick Gilles Persin a aussi écrit ce livre qui s'appelle La Galerie Ariel 50 ans. Mais il nous dira lui-même quelques mots sur son parcours, qui est très riche, et ce sera bien plus intéressant de l'écouter. Et par ailleurs, je vous ferai circuler un travail que j'avais fait sous la direction de Marie-Claude Traîneau-Soulard sur les critiques d'art, ainsi que les actes où il avait été fait référence aux critiques d'art aussi. J'ai mis un petit papier pour la page. Voilà, donc maintenant bienvenue à Monsieur Patrick Gilles Persin, qui est lui-même critique d'art, et comme vous le verrez, qui, tout comme les artistes, doit jongler, c'est bon, avec de nombreuses professions, parce qu'il y a la passion et il y a aussi la survie. Bien, je vous remercie de me recevoir. Je suis un peu, pour vous, sans doute un canard boiteux. Personnellement, je n'ai pas le sentiment d'être un canard boiteux, mais pour vous, oui. Je ne me souviens même pas si j'ai mon certificat d'études. Des études faites dans une université, jamais. Je suis complètement autodidacte et je dois dire que je suis un peu gêné aux entournures, comme l'on dit vulgairement. C'est bien la preuve que je ne suis pas universitaire. Il y a certainement une très belle phrase pour le dire. Je ne la connais pas. Je suis gêné aux entournures, donc, face à vous. Je suis gêné parce que j'ai pas amené de notes. Mes notes, les voilà, je viens de les faire en écoutant les deux très brillants intervenants qui m'ont précédé, dont monsieur Robert Rissler qui a parlé de mes parrains, Michel Ragon et Pierre Restanis, qui mettaient les droits au cœur. Parrain, mais je vous raconterai pourquoi tout à l'heure, je vais y revenir. Donc rien, zéro. J'ai commencé tout à fait par hasard et j'étais le secrétaire d'un écrivain catholique qui a eu son heure de gloire, qui était Marcel Moret. Marcel Moret est le fondateur pendant la guerre d'une revue qui s'appelait Dieu vivant, dont certains peut-être ont une vague connaissance, où il était question déjà de critique d'art, mais surtout de philosophie et de religion. Bref, et puis Marcel Moret en 1969 meurt. Et Michel Léris, qui faisait partie du groupe des amis de Moret, me dit « Qu'est-ce que vous allez faire ?» J'avais 27 ans, mais j'ai dit « J'en sais rien, je suis à la rue. » Enfin, la rue, c'était tout à fait relatif. À l'époque, en 69, on se débrouillait aisément. En voilà la preuve. Il dit « Écoutez, je vais demander à mon beau-frère Cannevalère de vous prendre dans sa galerie. » Alors, je suis entré chez Cannevalère pour 1 mois. Je suis resté 5 ans. Ma carrière était faite. Et c'est pourquoi je suis là aujourd'hui. Si je n'étais pas entré chez Cannevalère en 1970, je ne serais pas là aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré en 5 ans chez Cannevalère et auprès de Louise Léris et de Maurice Jardot, j'ai rencontré la terre entière qui venait défiler à mon corps défendant, pas pour me voir, je le regrette encore, mais qui venait, je les rencontrais, je les voyais, j'ai voyagé, j'ai été commissaire d'exposition pour le compte de la Galerie Léris, j'allais chez Picasso, avec Jardot ou sans Jardot, etc. J'ai donc rencontré un peu tout le monde. C'est comme ça qu'est né mon métier de critique d'art, sur le tas, avec un Cannevalère qui m'engueulait parce que je trouvais que la peinture de Kermadec n'était pas formidable, qu'il défendait depuis fort longtemps, et il me dit quel artiste vous n'aimez pas dans ma galerie? Alors je lui réponds, parce que je suis franc, Kermadec. Il me dit vous avez tout à fait tort. Puis arrive 8 jours après une dizaine de tableaux d'Eugène de Kermadec. Il me dit alors c'est beau, non? Je lui dis non, j'aime toujours pas ça. Il me dit très bien, retournez-les. Alors je les retourne, je mets l'image contre le mur, il m'engueule, il me dit mais pas du tout. Retournez-les, mettez-les la tête en bas. Je le fais, un peu interloqué, il me dit alors, ça se casse la gueule cette peinture, oui ou non? Depuis, j'aime Kermadec. Mais bon, ceci pour vous dire que ma formation finalement est complètement atypique. Et 5 ans après mes débuts chez Cannevalère, je m'en vais parce que j'avais un peu fait le tour. J'ai eu tort, d'ailleurs, j'aurais dû rester. Mais enfin bon, j'étais jeune, j'avais envie d'air. Et là, j'ai travaillé chez un commissaire-priseur. Alors, changement d'herbage ne réjouit pas toujours les veaux. Je suis parti assez vite. Et j'ai filé chez un grand marchand international, dont je suis devenu très vite le directeur, qui était la galerie Daniel Malingue.
Alors là, je ne ferai pas de commentaires sur un très grand marchand international. Vous connaissez tous les arcanes du commerce de l'art, mais j'y ai appris beaucoup de choses. D'ailleurs, comme aussi chez le commissaire-priseur, où j'ai appris toutes les magouilles. Et je pèse mes mots. Je ne sais pas s'il n'y a pas un mot encore plus immense que magouille pour dénoncer ce qui se passe chez le commissaire-priseur. Celui-là et les autres, hein, c'est partout pareil. Il y en a un ou deux à Paris un peu moins malhonnêtes, mais bon, bref. C'est vraiment diffusé ou pas? Je vais avoir des procès, oui, tant pis. Vous inquiétez je m'en pas. fous, j'ai pas donné de nom. Et donc voilà. Alors après le commissaire-priseur malhonnête comme ses petits camarades, certains se sont rendus célèbres avec par leur malhonnêteté. Et bon, je deviens directeur chez Daniel Malingue. Et puis après, ça suffisait. Hein, j'avais assez ri. Je trouvais que j'étais un grand garçon. Je devais avoir environ 35 ans ou quelque chose comme ça. Et je me dis bon, parce que je suis tellement fort, je connais tout le monde. Ben maintenant, je vais écrire. Mais tu parles. Écrire, c'est pas facile. Alors j'ai commencé à écrire, et puis j'ai rencontré un homme absolument admirable que je connaissais déjà, qui était Jean-Robert Arnaud. Jean-Robert Arnaud avait sa galerie Boulevard Saint-Germain, où il présentait des peintres abstraits des années 50, et surtout, il est le fondateur de la revue Simèse. Et Jean-Robert Arnaud, dans un voyage de presse, j'écrivaillais dans des bouts de journaux sans intérêt, et je faisais des piges un peu miteuses, et plumitives et financières, et Arnaud me dit, mais qu'est-ce que vous foutez dans ces journaux de merde? Il parle comme ça. Et je lui dis, écoutez Jean-Robert, je suis embêté, mais vous savez, personne ne veut de moi, on me connaît par ailleurs, parce que j'étais chez Canzeler, mais ça s'arrête là. Et il me dit, moi je vais vous donner une chance. Sur qui aimeriez-vous écrire? Et je lui réponds, sur, je me souviens plus, Dupont. Alors il me dit, ah, vous aimez Dupont, drôle d'idée. Bon, ben, si on fait un article sur Dupont, je vous demanderai de le faire. Et j'ai fait l'article sur Dupont. Puis il me dit, c'est pas si mal que ça. Alors là, il faut corriger là. Puis il a commencé un peu à m'apprendre à écrire. Et puis voilà, je suis toujours là, je suis toujours critique d'art. Maintenant, j'écris dans de très grands journaux. Très grands journaux. J'écris dans le Parisien, j'écris dans le, comment ça s'appelle, dans France Soir, dans des trucs comme ça. Vous voyez où ça me mène. Bon. Mais heureusement, j'écris des livres. Alors je me rattrape un peu dans mes livres, dont celui-là d'ailleurs, qui est assez amusant à faire. La Galerie Ariel a eu un cursus amusant, donc je me suis bien amusé. Mais je suis aussi expert. Je suis commissaire international d'exposition. Je suis le conseiller artistique de la télévision centrale chinoise pour tous les problèmes d'art plastique dans le monde, excepté la Chine. C'est un poste énorme. Je fais des émissions. Je fais 6 émissions de télévision par an, dont je suis le sélectionneur, si j'ose cette expression, et en même temps le présentateur, l'animateur de l'émission. Ces émissions sont des émissions d'une demi-heure qui sont diffusées 5 fois sur 4 des 11 chaînes de la CCTV à Pékin. Et je sais qu'il ne faut pas parler de Pékin en ce moment, mais rassurez-vous, je n'y suis pas allé depuis, je crois, 8 mois, donc vous êtes tranquille. Et je ne suis pas contagieux, Dieu merci. Mais quoi qu'il en soit, ces émissions, la plus mauvaise, je me suis fait taper sur les doigts la dernière fois que j'étais à Pékin l'année dernière, parce que j'ai eu une émission qui a fait moins de 500 millions de téléspectateurs. Bon, alors c'est pas mal. Et là, c'est un aspect de la critique d'art qui est intéressant. Alors je propose des sujets qui sont généralement acceptés. Je prends rendez-vous, il faut que les artistes soient vivants, c'est le seul problème. Alors évidemment, quand j'ai fait une émission sur Jean Prouvé, ça a posé des problèmes, parce qu'il était mort depuis longtemps, mais je leur avais pas dit. Bon, j'avais envie de faire une émission sur Prouvé, alors on a trouvé des films, les enfants sont venus parler, etc. On a mélangé un peu tout ça, puis finalement c'est passé. Mais il faut absolument que ce soit des artistes vivants. Alors je propose donc des artistes, nous allons chez les artistes, en France ou ailleurs, enfin dans le monde entier, et nous tournons pendant 2-3 jours une émission qui finalement, une fois montée, durera 30 minutes. Voilà. Alors ça, c'est une de mes activités. Qu'est-ce que je fais d'autre? Je suis administrateur de fondation, mais au fond, tout le monde est toujours administrateur de quelque chose. Tout le monde est président de quelque chose en France. Je suis président de la Fédération des salons. Je suis président d'un salon, vous l'avez dit. Qu'est-ce que je fais d'autre? Bref, vous avez compris, je fais énormément de choses. Pourquoi? Moi, je me contenterais bien d'écrire. J'adore écrire. J'écris peut-être pas très bien, mais j'adore ça. Mais ça ne rapporte pas. Alors, quand vous dites que j'ai un parcours riche, j'ai eu envie de rire, parce que vraiment, le critique d'art est tout sauf riche. Bref, cessons de parler de moi. Il y a une chose dont je voudrais parler. C'est aujourd'hui la situation du critique, non pas la situation sociale, non pas la situation financière, mais la situation du critique face à ses petits camarades de jeu. Aujourd'hui, nous avons 2 sortes de critiques. Nous avons les critiques, monsieur, que vous avez cités tout à l'heure, qui sont Pierre Restani, Michel Ragon, beaucoup d'autres. Vous aussi, monsieur, en avez cité d'autres plus anciens, du passé. Mais aujourd'hui, qu'y a-t-il? En France, sorti de Pierre Restani, Michel Ragon et Pierre Cabane, qu'y a-t-il? Un peu Pierre Dex est-il critique d'art? Et quelques autres. Pierre va m'en vouloir de dire qu'il n'est pas critique d'art, mais je m'en fous. Pierre Schneider, il écrit sur le matisme, enfin c'est pas vraiment non plus. Bon, il est trop spécialisé. Je crois que le critique d'art doit être quelqu'un d'ouvert. Aujourd'hui, nous avons des journalistes.
Des journalistes qui n'ont plus d'espace dans les journaux. Car dans les quotidiens, dans les hebdomadaires et dans les mensuels, sauf les journaux spécialisés dans lesquels on n'est pas payé, parce qu'elle est donc travailler chez Madame Catherine Millet, vous verrez ce qu'elle vous dira. Moi, ça m'est arrivé. Un jour, Catherine Millet me téléphone et me dit « Monsieur, vous allez faire un article sur tel artiste américain. » Mais qu'est-ce qu'elle me veut? Pourquoi est-ce que je vais écrire dans ce journal que je n'aime pas et où je n'ai rien à faire? Ma plume ne jargonne pas, je vois pas du tout ce que je vais faire là. J'écris des mots simples pour des gens simples et puis voilà tout. Elle me dit, monsieur, l'artiste demande que ce soit vous qui fassiez le texte. Bon, alors nous nous mettons d'accord sur la date du rendu, l'importance du texte, le machin, le sujet, bon, très bien. Et je lui dis alors la pige, les honoraires. Monsieur, mais c'est un honneur qu'on vous fait d'écrire dans Art Press. Je dis, ben, madame, je n'aurai pas cet honneur car je refuse d'écrire dans votre journal. Et j'ai raccroché, je n'ai jamais écrit dans Art Press. J'en suis fier, hein. J'ai tort, je suis un con, parce qu'il maintenant il faut marcher avec avec Art Press ou avec l'institution, avec tout ça, sinon on est bon à jeter au panier. D'où mes nombreuses activités qui compensent, etc. Oui, donc le critique d'art, est-il journaliste ou est-il critique? Aujourd'hui, il est journaliste. Parce que lorsque vous lisez mes petits camarades, et parfois moi, je le confesse, ben, on reçoit des montagnes de dossiers de presse, on en reçoit comme ça, toutes les semaines ou tous les mois. On vous demande d'écrire sur Trucmuche, on sort le dossier de presse Trucmuche pour savoir ce qu'il y en a à l'exposition, on n'a pas le temps d'aller la voir, parce qu'on a d'autres activités ou on a la flemme. Alors on recopie fidèlement en transformant un peu le dossier de presse, et ça fait de la critique d'art. Eh bien je suis désolé, je ne suis pas d'accord. Et ce sont les mêmes, qui sortent d'école ou pas, hein. C'est pas parce que je ne sors pas d'école, d'une grande école ou d'un truc que je prétends que les autres qui sortent de grandes écoles ne sont pas bons. Je dis simplement que ce sont les sauteurs. Ce sont les sauteurs pourquoi? Parce que dans les voyages de presse, lorsque je suis avec mes confrères, jeunes et vieux, ceux de ma génération, j'ai 60 ans, plus âgés ou un peu plus jeunes, lorsque nous sommes dans une exposition temporaire qui est installée dans un musée, eh bien naturellement on monte à l'étage ou dans les étages ou on descend au sous-sol et on visite le musée. On demande même à voir les réserves parfois. On enquiquine un peu le conservateur. On dit écoutez, on est là, on vient rarement dans votre musée, on voudrait en voir plus. Les jeunes, ils vont au bistrot, ils veulent surtout pas voir le musée, ils s'en foutent, ils vont voir les vidéos installées, le timbre collé au plafond dans la grande salle vide, ça les intéresse. Et quand je m'insurge, parce que je suis un peu comme ça, le vieux schnock qui rouspète un peu dans les rangs des jeunes, je leur dis, mais enfin, il y a un musée merveilleux, ça m'est arrivé à Lyon, il n'y a pas longtemps, dans une exposition temporaire à Lyon. Je dis à mes jeunes confrères, nous n'étions pas très nombreux, et je leur dis, écoutez, moi, je vais voir, il y a quand même un Picasso sublime, il y a des choses, allons-y. Ah, non, puis on y est déjà allé. Ou on n'y est pas allé, mais on ira la prochaine fois. C'est ça, critique d'art? Et la curiosité, et la culture, qu'est-ce qu'on en fait? Non, c'est pas bien, ça ne va pas. Là, il faut réviser tout ça. Et ces jeunes gens charmants, souvent des bonnes bouilles, bien sympathiques, garçons et filles, eh bien, ils sont jeunes, ils sont dynamiques, pas dans les musées. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent nos places. Et ça, il faut peut-être pas l'oublier. Ils prennent les places d'autres jeunes qui, eux, sont curieux, qui, eux, sortent peut-être d'écoles sérieuses et qui, eux, travaillent vraiment efficacement. Et là, je suis navré de voir ça, parce que moi, ma carrière, elle est faite, elle est derrière moi. Maintenant, j'ai presque plus rien à craindre. Je commence à être dans la catégorie de ceux qu'on pousse plutôt vers le mouroir pour qu'on prenne ma place, pour prendre ma place pour ceci ou cela. Bon. Vous allez, ça m'est complètement égal qu'on enregistre. Quoi, on enregistre? Non, on résiste. On résiste. Ah oui, nous résistons, monsieur. Le professeur Jean Deves j'avais compris, dit on enregistre. Alors je m'en fiche qu'on enregistre. On résiste. Non. Ce que je veux dire, pardon, je suis un peu comme ça, un peu excité sur le sujet, mais vraiment, j'en ai par-dessus la tête de ces voyages de presse dans lesquels maintenant je ne vais plus depuis 2 ans environ, et sauf des cas très très exceptionnels, parce que je suis excédé par la jeune génération qui nous suit et nous poursuit. Ils sont incultes, 9 fois sur 10, même s'ils sortent d'université. Je m'excuse auprès des professeurs, ou je prie plutôt les professeurs de bien vouloir m'excuser pour parler français. Et c'est dramatique, enfin, ils savent rien. C'est comme les musiciens qui sortent des conservatoires, c'est pareil. Ils n'ont aucune culture. Je parle des interprètes. Ils n'ont aucune culture. Allez voir un jeune qui sort du conservatoire, un jeune contrebassiste, et parlez-lui de tel ou tel compositeur, ou tel concerto ou sonate pour son instrument. Si ça ne plaisait pas à son professeur, il ne sait même pas que ça existe. Eh bien, c'est pareil pour les critiques d'art. Et ça, c'est horripilant. Vraiment, c'est horripilant. La curiosité, tout est fait aujourd'hui pour qu'on puisse s'instruire, qu'on puisse se cultiver, qu'on puisse apprendre des choses. Un peu de curiosité. Aujourd'hui, qui sait, qui connaît Gustave Geffroy? Qui a entendu parler de Léonce Bénédite? Pas vous, bien sûr, vous le savez, vous les connaissez tous. Mais Léonce Bénédite, quand même, c'est fondamental. C'est fondamental, Léonce Bénédite. Et pour ses écrits, et pour ses découvertes absolument invraisemblables. Bon, Paul Lafont, Félix Fénéon a été cité, Guillaume Apollinaire,
Canveller, j'en ai parlé tout à l'heure, c'était un merveilleux critique d'art. Son livre sur Juan Gris ne sera jamais égalé. Vous pouvez écrire tout ce que vous voulez sur Juan Gris, vous n'arriverez jamais à écrire ce qu'il a écrit sur Juan Gris. Ou sur d'autres, ou sur Derain, ou certains des peintres des sculpteurs qu'il a défendus. Voilà ce que je veux dire. La jargonnade, qui cache les incapacités primitives, les incapacités de l'esprit. On a parlé tout à l'heure d'émotions esthétiques, mais le critique d'art est plein d'émotions esthétiques. Il est plein de passion, il est plein de joie et de haine. Moi, tous les soirs, je me couche en disant j'en ai marre des artistes. Et le lendemain matin, quand je me réveille, je dis aujourd'hui, je vois quel artiste. Bon, c'est tout, c'est ça, quoi. Bon, on est un peu fous, peut-être, nous, les critiques d'art. Je parle de ceux qui s'occupent de l'art vivant, évidemment. Et là, c'est comme ça. Les artistes sont emmerdants, ce sont tous des génies ignorés, ce sont tous des victimes. Ils vous demandent tout et rien et n'importe quoi. On le fait pas. Si on le fait pas, on est un salaud. Si on le fait, c'est normal. Tout ça, nous le savons. Ce sont les règles du critique d'art. Mais quand même, enfin... Pourquoi ne pas avoir de curiosité? Pourquoi ne pas pousser la porte des galeries? Pourquoi ne pas aller visiter les salons? Que font mes jeunes confrères? C'est ça que je voulais venir dénoncer. Est-ce que j'ai dépassé les 15 minutes? Presque. Oui, voilà, je m'arrête. Mais nous allons pouvoir continuer à discuter ensuite. Ah bon, d'accord, très bien. Si vous le permettez, je pense qu'il y aura des questions. J'aimerais juste vous poser une question. Est-ce que vous faites partie d'un syndicat? Alors mes parrains, j'ai dit que Restani et Ragon étaient mes parrains. Ils étaient mes parrains quand je suis entré à l'AICA il y a 25 ans, à l'Association internationale des critiques d'art. Je suis expert agréé, j'appartiens à l'Union française des experts. Vous appelez ça des syndicats? Vous ne sais pas. Oui, enfin. Le mot syndicat, j'aime pas beaucoup. Mais je suis trop indépendant pour aimer les syndicats. Mais enfin, il faut bien appartenir à l'AICA et une chambre d'experts pour pouvoir être expert agréé. Donc, c'est le cas. Autrement, je me syndique moi-même, tout seul comme un grand, c'est tout. Voilà. Et justement, je voulais simplement parler de la critique d'art en termes de sociologie. Quelles sont les conditions pour entrer à l'AICA, justement? Ah ben aujourd'hui, il vaut mieux être conservateur de musée que critique d'art. Oui, j'ai répondu ou pas? Oui, ben voilà, c'est bien ce que. Non, mais c'est très bien parce que parfois. Il suffit de regarder la liste des dernières entrées, dernières entrées à l'AICA, et vous verrez qu'ils sont presque tous conservateurs. Il y a quelques malheureux critiques d'art, journalistes d'art qui sont là, et au milieu il y a des gens très bien. Ce que j'ai dit tout à l'heure n'est pas à 100%, mais à 60 ou 70. Et c'est très grave, très très grave. D'accord. Alors justement, c'est très intéressant ce que nous dit Monsieur Persin. Moi, très modestement, j'ai fait une recherche sur la critique d'art dans le cadre d'un travail que j'ai pu faire avec le professeur Vetreno Soulard. À cette occasion, j'avais en effet pu découvrir ce que l'on appelle l'AICA, c'est-à-dire l'Association internationale des critiques d'art, puisque nous sommes spécialisés en nouvelles technologies. Il est vrai que on remarque que sur la toile, sur Internet, le site est extrêmement bien référencé. Par contre, par expérience, je me suis amusée à me brancher, à me connecter sur ce site. Et ce site, bien entendu, n'est pas ouvert au public, c'est-à-dire qu'il est ouvert uniquement aux membres. C'est-à-dire que c'est un peu comme une confrérie quelque peu secrète. Tout à fait, oui. Et donc, je me suis permis de leur écrire pour leur demander quelles étaient les conditions pour pouvoir savoir qui faisait partie de l'AICA, puisque j'avais des livres plus de quelques années, donc je voulais savoir. Que vous pouvez acheter pour ex 160 francs, qui fait je sais pas quoi, ça fait voilà, quoi, voilà. Gros. Donc nous revenons à l'internet qui n'est absolument pas gratuit, puisque nous devons, pour savoir qui est dans l'association internationale des critiques d'art, il faut, comme avant, en fait, acheter un livre, comme me dit Monsieur Persin, à 160 francs. Alors en effet, j'avais pu. Non, c'est une affaire. Nous sommes 300 et quelques en France. Voilà. C'est faramineux. Enfin, c'est à 360 critiques d'art en France. Que font-ils? De quoi vivent-ils? Où écrivent-ils? J'en sais rien. C'est un mystère. C'est un mystère. Alors justement, c'est intéressant parce que je l'avais plutôt qualifié d'institutionnelle, cette association. Son siège social est 11 rue Berrier. Non, c'est fini. Ça, c'est plus là. Bon. Mais elle a été, si je ne me trompe pas, créée à la suite de 2 congrès internationaux et elle est en liaison avec l'UNESCO. C'est bien ça? Plus ou moins. Oui, c'est fini l'UNESCO. Oui, mais l'UNESCO donnait de l'argent régulièrement à l'AICA, n'en donne plus depuis 10 ans. Mais sur le site, c'est marqué en gros, parce que ça cautionne, bien sûr, d'être. Oui, mais ça cautionne. Ça donne une caution. Ça donne une caution culturelle. Je peux vous montrer d'ailleurs. Ils se cooptent entre eux, le bureau se coopte entre eux, il y a une vague votation. Voilà. Les Suisses, vous voyez, AICA est une ONG en relation opérationnelle avec l'UNESCO. Et comme nous travaillons sur la communication. C'est la raison pour laquelle je m'étais permis de faire cette petite recherche. Voilà. Donc c'est intéressant d'avoir en effet là
Voilà, vous voyez, je n'ai pas... C'est singulier qu'ils donnent une adresse qu'ils n'ont plus depuis 3 ans. Oui, mais c'est intéressant que vous nous le disiez, parce que si vous voulez, nous, on fait des recherches et on se rend compte... encore une boîte aux lettres Hubert, c'est possible. Voilà, mais on se rend compte qu'il y a une grande différence entre ce que l'on trouve sur Internet et la réalité. Mais ça, c'est un autre problème. Mais en effet, je suis d'accord avec vous. J'avais plutôt vu dans les membres de l'AICA plutôt des hauts fonctionnaires. Oui, il y en a quelques-uns. C'est juste voilà. que j'ai oublié ceux-là. Voilà. Mais ça, c'est l'institution toujours. Voilà. Ça, alors, j'avais simplement parlé de hauts fonctionnaires pour la plupart ou ayant du pouvoir dans les rubriques d'art reconnus, hein, comme la Revue du Louvre, la Gazette des Beaux-Arts, etc., etc. Bon. Bien que se déclarant non gouvernemental, n'en a-t-elle pas cependant le discours quelque peu convenu et institutionnel? Voilà. Donc il y a un autre syndicat qui est dirigé qui est indépendant, qui est dirigé par Madame Alice Fulconis, qui est la présidente, qui s'appelle le syndicat de la critique parisienne. C'est une association indépendante. Elle compte environ 300 membres. Elle édite Parce qu'on n'a pas le droit d'être aux deux. Alors moi, nous à l'IKEA, c'est 365, mais c'est vraiment international. Là, il y a dans le monde entier, et là, ils sont 300. Vous voyez. 300, mais c'est principalement français, n'est-ce pas, Marie-Claude, hein? Oui, principalement français. Et c'est vrai que chacun paie sa cotisation. C'est une association très dynamique. Et ils ont... Voilà, c'est la critique en général. Voilà. Et elle a été fondée par Henri Boer. Elle a été fondée par Henri Boer, qui est né en 1851, mort en 1915, lui-même critique dramatique et musical, chroniqueur à l'Écho de Paris. Le syndicat se présente comme totalement indépendant. Il a regroupé et regroupe toujours les journalistes, critiques et publicistes, directeurs et rédacteurs en chef de journaux et revues, combattant ainsi pour la défense et la diffusion de la culture française. Ils éditent d'ailleurs un petit livre assez intéressant, un trimestriel. Madame Fulconis devait l'apporter aujourd'hui. Pour des raisons familiales, elle n'est pas présente aujourd'hui. J'ai aussi trouvé, mais vous pourrez m'en dire 2 mots sans doute, le syndicat de la presse artistique française, oui, fondé en 1899, parler, voilà, par Apollinaire. Oui, ça c'est le côté. Voilà, ça c'est le côté sympathique. Hein. Indépendant, il est financé par ses membres et il déclare qu'ils sont environ 500. Nous voilà à plus de 1000. Non, ça m'amuse beaucoup. Ça, j'ignorais les chiffres des 2 autres. Et justement, je m'étais amusée à faire une recherche aussi par Minitel et dans l'annuaire pour savoir quand on tapait critique d'art, qui trouvait-on? Eh bien, en fait, dans les fameuses pages jaunes, on ne trouve absolument pas de critique d'art. On ne trouve que des agences de communication qui ont dans leur nom le nom art. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont tenu à se mettre dans cette rubrique, mais enfin, il est clair que pour quelqu'un qui veut chercher critique d'art par des moyens de communication tels que le Minitel, tels que l'annuaire téléphonique ou même que l'Internet, ce n'est pas évident. Je me suis d'ailleurs amusée, si l'on peut dire, à faire des recherches sur Internet. Oui, il y a quelques journalistes, mais j'ai pointé dans les critiques d'art journalistes, et il n'y a vraiment pas de critiques d'art que je connaisse toutefois. Donc là aussi, sur l'Internet, en faisant des recherches, on trouve toutes sortes, si cela vous intéresse, toutes sortes de choses, à part l'Association internationale des critiques d'art qui est fort bien référencée, fort bien placée, on trouve de tout. C'est-à-dire, alors comme disait monsieur, bien sûr, nous avons l'incontournable Art Press, qui est omniprésent, mais qui n'est pas à la première page presque. Hein. Donc quand même, l'AICA est le premier en nouvelles technologies. Oui. Il se présente très très bien. Alors pour ce qui est de la critique d'art, ma recherche, bien sûr, nos amis ont parlé de tout ce qui était historique. Je me permettrai de parler peut-être d'artistes qui ont parlé de la critique d'art et qui ont porté quelques jugements à l'emporte-pièce. Non, pas du tout, parce qu'ensuite on va faire un petit jeu de questions-réponses. Je vais être assez brève puisqu'il nous reste qu'une demi-heure. Donc le peintre Degas posait, et vous savez qu'il a été très virulent, il avait beaucoup d'humour, et il disait critique d'art, est-ce une profession? Point d'interrogation. Et Anatole France, chez nous, le plus souvent, les critiques musicaux sont sourds et les critiques d'art aveugles.
Voilà, c'était autre chose. Alors, je m'étais posé une petite question, mais ça, ce n'est pas le cas de Monsieur Persin. Mais parfois, j'ai pu lire des critiques d'art. Dans cette salle ici, nous avons quelques artistes. Nous avons Bernard Deschulot, qui est un grand peintre, qui peint depuis quelques 50 ans. Kojiro Akagi, qui est arrivé il y a 40 ans en France, en 1963, et qui peignait déjà avant. Asdrubal, alors c'est bien parce que nous avons plusieurs continents, donc qui nous vient du Japon, mais qui vient entre le Japon et la France. Et Asdrubal Colmenares, qui est un grand sculpteur du Venezuela, qui a très fréquemment de grandes expositions au Musée national de Caracas, et qui a été professeur aussi à l'Université de Paris 8. Et je peux vous vraiment témoigner que ces étudiants se battaient pour assister à ces cours, parce que c'était un professeur magnifique. Donc, les artistes ont leur mot à dire. Et ce qui me frappe beaucoup, c'est que très souvent, nous avons des critiques d'art qui semblent écrire sur l'artiste, mais l'artiste ne semble pas toujours être d'accord. Alors, on pourrait se poser la question, est-ce que le critique d'art est au service de l'artiste, de l'art en général, ou est-ce qu'il est au service de lui-même? Très souvent, on assiste ça notamment à la fin des années 90, comme dit M. Persin, à une nouvelle race, entre guillemets, de critiques d'art, qui se met en scène, qui est un peu l'équivalent de ces artistes que j'ai baptisés communicards, qui en fait parlent plus d'eux-mêmes, qui mettent en avant leur discours, tout comme le communicard, l'artiste communicard, va mettre en avant un discours, même s'il n'a pas d'œuvre stricto sensu à montrer. Donc c'est une question que je pose. Est-ce que le critique d'art doit être en accord avec l'artiste ou non? Alors parmi les gens qui ont parlé des critiques d'art, il y a une personne que je ne peux m'empêcher de citer à chaque fois, qui est Ambroise Vollard, qui a été un homme qui avait beaucoup d'humour, et il a parlé notamment des critiques d'art. Il disait à l'époque que si les marchands, les amateurs, les plus célèbres artistes d'outre-Rhin se faisaient les propagateurs de l'art moderne français, les critiques et les écrivains d'art ne montraient pas un moindre zèle à exalter l'école française avancée. Mais il ne peut s'empêcher de rappeler aussi ce jugement du critique d'art du journal Les Artistes de l'époque, qui dénonçait là, entre guillemets, cauchemardesque vision de ces atrocités à l'huile, dépassant aujourd'hui la mesure des fumisteries légalement permises. Bien sûr, il parlait des impressionnistes ou des artistes qu'il exposait à l'époque. Parce que c'est toujours le problème du décalage entre ce qui est à la mode et ce qui va avoir une pérennité. C'est le grand problème du critique d'art. Mais je ne vais pas vous prendre trop de temps. Alors, vous parliez de Canveller. Il y avait une personne qui, pour moi, était très importante et qui a beaucoup contribué à la connaissance, à mon avis, mais je me trompe peut-être, de la critique d'art de Canveller, et qui a été très souvent occultée. J'avais d'ailleurs fait un petit portrait de lui. C'est Karl Einstein, qui a été le grand théoricien de l'art des cubistes et qui est malheureusement oublié. Cet homme s'est suicidé parce qu'il était, tout comme notre ami Canveller, ce grand marchand. Comme vous le savez, Canveller, en 14-18, l'État français lui a volé sa galerie parce qu'il était allemand. Enfin, lui a volé sa galerie et tous ses tableaux et les a mis en vente chez des commissaires-priseurs qui se sont repus des œuvres pour rien du tout. Et ensuite, en 39-45, on lui a fait la même chose, non pas parce qu'il était allemand, mais cette fois parce qu'il était juif. Et Karl Einstein, qui était un grand théoricien de l'art des cubistes, je pense, a beaucoup contribué au travail ensuite ultérieur de Canveller, qui en effet a été un critique d'art remarquable, parce que je m'étais permis d'écrire sur Canveller, et il est fort peu connu en effet sous cet angle-là. C'est un grand critique d'art. Mais puisque Monsieur Persin en a parlé, je pense que c'est pas utile. Je pense qu'il est plus utile peut-être de parler de Karl Einstein. Il est né en Allemagne en 1885. Il était critique d'art en Allemagne, spécialiste du cubisme. Il est très intéressant de voir, que ce soit pour les marchands, pour les critiques d'art, même aussi pour les artistes, l'influence allemande est très très importante et elle est assez largement occultée dans nos livres de référence. Donc, je voulais rendre hommage à notre ami Einstein, qui s'est donc suicidé peu avant que les nazis ne le prennent.
Alors, je pourrais vous dire quelques lignes de lui, mais je ne sais pas. En 1936, Einstein part en Espagne combattre aux côtés des syndicalo-anarchistes dans la célèbre colonne d'Urruti contre la dictature de Franco. Il écrit « Je sais depuis longtemps que ce que l'on appelle cubisme dépasse largement la peinture. Le cubisme ne peut tenir que si l'on crée des équivalents psychiques. Les littérateurs boitent vraiment lamentablement à la remorque de la peinture et de la science. Je sais depuis longtemps qu'il est possible non seulement de transformer la perception, mais aussi de transformer l'équivalent linguistique et les sensations. » Lui, il était persuadé que par l'écriture, on pouvait donner une autre vision de la peinture. Mais là, bien sûr, on se heurte à la difficulté du bien écrire, comme à la difficulté du bien peindre, ou du bien sculpter, ou du bien graver. Et ça, naturellement, c'est une autre histoire. Alors, beaucoup de gens ont écrit sur la critique d'art, donc on voit non seulement Vollard, qui est un marchand, mais aussi Canneveller, donc qui a répondu au peintre Signac, qui lui avait posé cette double question, un marchand doit-il faire de la critique, ou un critique d'art doit-il faire le marchand? C'est une question d'ailleurs qu'on peut se poser, parce que très souvent, le marchand, je m'occupe moi-même d'une petite galerie depuis quelques 20 ans, le marchand, quand il n'a pas de moyens, et que son artiste n'a pas de moyens, doit se substituer au critique d'art, parce qu'il n'a pas les moyens de payer un critique d'art. Alors soit il trouve un ami qui va écrire sur l'artiste, soit il va prendre un pseudonyme, un nom d'emprunt, de façon à donner une plus-value à l'œuvre de l'artiste, parce que bien souvent, en effet, le public ne prend en considération une œuvre que si un critique d'art, un marchand, un conservateur en parle, c'est-à-dire des gens extérieurs à l'artiste. Donc, c'est très important parce que ça ajoute une plus-value à l'œuvre de l'artiste. C'est humain. Donc, Canneveller a la réponse du peintre Signac, qui lui demande « Un marchand doit-il faire de la critique ou un critique d'art doit-il faire le marchand ?» Canneveller répond « Je suis très à l'aise pour répondre. J'écris pas mal sur la peinture pendant mes loisirs forcés. » C'est-à-dire quand il s'est exilé, notamment de France, en 14-18 en Suisse. J'ai même publié en allemand 3 petits bouquins. Depuis que j'ai repris mes affaires, je n'ai plus écrit une ligne. Je ne veux pas dire que d'autres aient tort de vouloir concilier les deux, cela ne me regarde pas. Mais il ne m'a pas semblé que cela était possible pour moi. Je pense que ce qu'il voulait dire, c'est que être un grand marchand, c'est un travail à temps plein, être un grand critique d'art, c'est un travail à temps plein. Il en est de même pour être un grand peintre, ou pour tenter d'être un grand peintre. Alors, un de nos présidents, qui était Pompidou, lui aussi a voulu dire son petit mot sur la critique d'art, puisque tout le monde se sent obligé de juger le critique, mais ce n'est pas très simple. D'abord, est-il possible de juger quelqu'un? Georges Pompidou déclarait fort à propos « Si l'État, les collectivités publiques avaient autant des impressionnistes, des fauves, des cubistes, des abstraits, acheté ce que la critique presque unanime considérait comme ridicule, nous n'en serions pas réduits à mendier des dons, à compter sur la générosité de quelques héritiers pour garnir les 6 messes de nos musées. » Donc là, il était un peu négatif quant aux critiques, mais ceci dit, lorsqu'il a été président de la République, il était l'ami des critiques d'art et des marchands, parce qu'il avait compris que, contrairement à ce qui se passe en France, il faut impérativement faire un travail d'équipe. Si on veut que l'art vive, il faut que chacun fasse son travail et que l'on partage. C'est peut-être une opinion un peu idéaliste, mais je crois qu'il n'y a pas d'autre solution. Alors, il est vrai que, comme le rappelle fort opportunément le président Georges Pompidou, sans ces indépendants que sont les critiques d'art qui bien souvent n'étaient pas lus, n'étaient pas reconnus, sans eux, on parle notamment, vous avez parlé, c'est vous, je crois, Bernard Bois de Mirbeau, qui de son vivant était parfois écouté, mais pas toujours. Sans les rebelles, qui peuvent être des critiques d'art, des marchands ou des collectionneurs, nos musées seraient vides. Ignorer, bien sûr, que le produit du pillage de nos institutions et de nos politiques autour du monde, avec sa cohorte de Napoléon et consorts. Parce qu'on parle de pillage en Irak, mais en fait, nos pays sont bien souvent les grands pilleurs. Nous avons toujours pillé et c'est comme cela que nos musées sont pleins. Certains répliqueront que sans nos pillages, il ne resterait rien des antiques civilisations. Est-ce bien vrai? Le sable et la terre ne protègent-ils pas parfois plus opportunément les œuvres d'art qui sont découvertes quand le temps est venu?
nous avons comme cas très typique non seulement les fabuleuses céramiques que l'on a retrouvées en Chine, qui étaient enfouies dans la terre, mais aussi à Abu Simbel, qui a été retrouvé par hasard et bien préservé dans les sables. C'est bien sûr la question du temps qui se pose toujours. C'est toujours les mêmes questions que l'on pose ici, que ce soit pour le critique d'art, pour le peintre, pour les marchands passionnés, naturellement pas pour les marchands vendeurs de croûtes, mais enfin pour tous ceux qui sont passionnés, il y a toujours le facteur temps. Il en est de même pour les conservateurs. Alors, je faisais en effet une petite différence entre ce que j'appelais le grand art de la critique d'art, c'est-à-dire des gens comme Einstein, cité juste avant, des gens comme Willem Oude, du début du siècle, qui était un grand collectionneur et en même temps un grand marchand, parce qu'en fait, bien sûr, le critique d'art, il est facile de le critiquer. C'est vrai qu'il y a toutes sortes de critiques d'art, hein. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'il puisse vivre. Oude était un grand critique d'art qui a su être collectionneur et marchand en même temps. Alors, ce qu'il faut poser, c'est quelques questions, hein. C'est la question de la valeur marchande de l'art pour un critique et de la valeur affective et marchande de l'art pour un amateur. Il est vrai qu'on peut se poser aussi la question d'un grand art qui est perverti dans une communication dépravée. Nous sommes pourtant ici des grands spécialistes de la communication, mais il faut se poser cette question. Est-ce que le critique d'art doit-il devenir un communicant à tout prix? Ou est-ce qu'il doit être ce grand écrivain? Alors, on remarque en cette fin de siècle un État qui pousse le critique à l'autopromotion. Ce n'est pas forcément une bonne chose, et c'est ce que dénonçait M. Persin, parce qu'on arrive à des critiques qui n'ont plus d'œil, qui n'ont qu'un discours, et qui ne sont incapables de parler vraiment de peinture, et surtout qui ne sont même plus capables d'écrire. Dans l'exposition Passion privée de 1995, on a pu ainsi voir des critiques d'art tels Paul Arden ou d'autres utiliser un langage quelque peu abscon, qu'il était fort difficile de comprendre, mais enfin c'est toujours intéressant de le citer. Alors, pour lui, il dit que le marchand doit convaincre par la vente effective, alors que le critique doit vendre la notoriété. Là, je m'interroge, parce qu'il ne faut pas se leurrer, est-ce qu'un grand marchand, quand il montre des artistes d'exception, est-ce qu'il peut vraiment, surtout en France, s'occuper de vente effective? Ça, ce n'est pas toujours sûr, parce que le plus souvent, il ne peut s'occuper que de la notoriété, c'est-à-dire la première vente de l'artiste, et la vente effective, bien souvent, ne se passe qu'à l'étranger, ou quelques 50 ans plus tard. Ça, c'est un autre problème. Alors là aussi, nous avons des médias et des critiques spécialisés qui sont trop souvent mis en scène au détriment des œuvres à proprement parler. Je suis d'accord avec M. Persin. Je voulais simplement parler quant aux critiques d'art de cette grande querelle qui, heureusement, je pense, et maintenant la hache de guerre a été définitivement enterrée, entre l'abstraction et la figuration. Greenberg, qui a été le grand pape de la critique d'art de l'abstraction, cela a été trop souvent occulté là aussi, a lui-même en 1973 écrit son mea culpa devant ses suiveurs, et il a dit devant l'Académie des Beaux-Arts de Vienne qu'il condamnait la pauvreté du minimalisme et de l'abstraction en général, alors qu'il avait toute sa vie déclaré que seule l'abstraction était la bonne peinture. C'est que là aussi, je pense que le critique d'art peut parfois avoir des choix, mais il est fort difficile de classifier en bon et en mauvais un style. Mais parfois, pour des questions de pratique, le critique d'art va se spécialiser soit en abstraction, soit en figuratif, ou soit dans un courant particulier. On pourra parler aussi de Jean Clair qui fait de nombreux métiers, parce que Jean Clair, vous pourrez sans doute en parler un petit peu, il s'occupe aussi d'un musée. C'est le patron du musée Picasso. Voilà, c'est le patron du musée Picasso, et donc il se sent lui aussi critique d'art, mais il est obligé de cumuler plusieurs métiers. Alors je poserai la question des critiques d'art faussaires, trafiquants de monnaie de singe.
Ça, je l'ai repris à un de mes artistes parce que certains critiques d'art, en effet, utilisent leurs écrits comme de la monnaie et certains artistes jouent ce même jeu et disent « Je suis diplômé non pas de l'université de X, mais je suis authentifié grâce aux critiques d'art X, ce qui veut dire, c'est un bon choix. Voilà, que je suis un grand artiste. Ça, je le déplore aussi, hein, parce que c'est pas forcément évident. Alors, on a pu noter en effet, dans les fins d'années 90, une dictature. J'appelais ça la dictature des commissaires et des inspecteurs. On en parlera sans doute. Toujours. Et donc d'une véritable installation de commissaires qui se mettent à leur compte. Une dernière question va être, parce que nous allons plutôt discuter, ce sera plus intéressant. Je ne pourrais pas, bien sûr, oublier, parce que notre ami Bernard Deschuleux est là, les anartistes d'Hélène Parmelin, qui dit que la critique d'art a eu de l'avancement. Elle joue un rôle de créateur auprès des créateurs en proie au manque d'idées. Elle désigne, elle choisit et les baptise. Puis elle pousse. Les critiques ont leur cours, leur chapelle, leurs affinités, leurs alliances et leurs pensoirs, ou entre critiques infaillibles et un artiste d'eux-mêmes. Une des questions que je tiens quand même à poser, c'est la critique d'art doit-elle donner à voir ou donner à lire ? Et puis maintenant, je vais laisser la parole à nos amis. Si vous le permettez, on pourrait faire un petit tour de salle. Je vais vous expliquer comment. Pardon ? Juste avant, je voudrais Oui. apporter une précision. Vous Oui. avez eu la grande intelligence de parler longuement de Karl Einstein et de Wilhelm Hude. L'œuvre complète de Karl Einstein est sortie l'année dernière en allemand en Allemagne, va être traduite en anglais et en français. Quant à l'œuvre complète de Wilhelm Hude, toutes ses notes, ses souvenirs, ses écrits sur l'art viennent de paraître en français aux éditions Nana. Je l'ai acheté moi-même il y a un mois à la FNAC. Donc ça s'appelle, je crois, tout simplement les écrits de Wilhelm Hude ou quelque chose comme ça. C'est très facile à trouver. Voilà ce que je voulais vous dire parce que c'est important. Effectivement, quand vous mettrez votre nez dans les livres écrits par Einstein et Hude, vous n'en sortirez plus. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Donc maintenant, on va passer à ce que l'on appelle les questions-réponses. Vous avez devant vous un micro. Si vous voulez poser une question, la règle du jeu consiste à appuyer sur le petit bouton. Autrement, et on gagne pourra... 100 €. Voilà, absolument. C'est ça. Autrement, on ne pourra pas vous entendre. Donc, bienvenue aux questions que vous pouvez poser aux intervenants. Je vais bien poser la première question alors. Monsieur Persin, doit-on, pour un critique, il est avant tout aussi un historien d'art, Ah bah avant tout. mais c'est pas souvent le cas. Il y a une revue éditée par Gallimard, dont je n'ai plus le nom, où il y a eu un échange de critiques de monsieur Jean Clair sur Daguin, enfin, je ne sais pas si vous connaissez cette revue. Et je voulais savoir, cette guerre des critiques, elle existe pour les grands critiques. Mais l'artiste, là, vous avez tout à l'heure parlé de Catherine Millet. Oui, pour une anecdote. Oui. On ne peut pas parler d'autre chose. Mais que en fait, Catherine Millet. non, parce que là, Catherine Millet dit dans un texte, je cite, je voudrais défendre la nécessité d'une critique d'art exercée comme un premier métier. Parce qu'en fait, vous pensez qu'il y a beaucoup de critiques d'art qui font ça un peu, comme ça, un petit peu... Écoutez, je crois qu'il est beaucoup plus facile, et ça ne fait qu'entériner ce que j'ai dit précédemment, il est beaucoup plus facile d'être critique d'art que d'être critique de danse, de musique ou de cinématographe. Je reprends le propos de Cocteau, cinématographe. Mais parce que si vous êtes critique musicale et que vous ne savez pas lire une partition, vous faites comment ? Si vous êtes critique d'art et que vous ne savez pas ni peindre, ni comment on fait un tableau, ni comment on grave, eh ben ça n'a pas d'importance, vous écrivez quand même. Vous pouvez n'importe qui peut être critique d'art. Et pour rappeler la Poste, on met ça, critique d'art ici, et puis on a une petite rubrique parce qu'on est la cousine de la grand-mère, du père, du propriétaire de je ne sais quel journal de feuilles de chou de province ou grand journal. Car quand on voit les chefs de rubrique des grands journaux, je ne citerai absolument personne, parce que je ne voudrais pas que vous ayez des ennuis, ni moi non plus, que nous ayons conjointement des ennuis, c'est tout de même affligeant. Certains détenteurs, certains chefs de rubrique, pardon, des grands journaux qui ont encore des rubriques d'art avec des chefs de rubrique, je n'irai pas plus loin, hein, ne m'en demandez pas plus, enfin quand on les lit, c'est invraisemblable.
Ils ne sont ni écrivains ni quoi que ce soit. Ils diluent le catalogue, ils diluent le dossier de presse, ce que j'expliquais plus sèchement tout à l'heure, et ça donne une demi-page ou une pleine page d'un grand quotidien ou de je ne sais quelle revue de mode ou de je ne sais pas quoi. Enfin, ce que vous voulez, je ne veux pas entrer trop dans le détail parce que je finirai par donner des noms, je me connais. Alors j'aime mieux me taire. Mais vraiment, c'est concernant. Vous les lisez tous, vous les avez tous un jour eu entre les mains. Et certaines revues à très fort tirage qui ont des critiques d'art, qui écrivent sur l'art parce que c'est le copain du copain. Mais ça, vous, lecteurs, vous ne le savez pas. Non, mais parce que nous sommes informés les uns les autres. Mais le lecteur, en général, ne le sait pas. Et le lecteur, il voit que la galerie Tartan-Flûte à Pétaouchnok, les Trois Godasses, expose Anatole Durand. Et il y a 2 pages dans, je le dis, dans Télérama. Eh ben, tout le monde court à je ne sais plus quel pays, dans je ne sais plus quelle galerie que je viens de citer parce que j'ai inventé le nom. Et puis c'est tout. Ça ne va pas plus loin. Et ils achètent, et le catalogue, on est obligé d'en faire un tirage, parce que on attendait, on a fait 500 exemplaires du catalogue, et puis brusquement, boum, il y a les lecteurs de la revue Trucmuche ou machin chouette qui arrivent, qui se ruent, qui achètent le catalogue. Ils achètent rarement des œuvres, faut pas non plus se leurrer. Mais ils achètent éventuellement un bouquin s'il y en a un, et puis ils repartent contents. Ils sont intelligents, ils sont cultivés. Donc, ces gens-là ne sont pas des critiques d'art. Mais ils en vivent, mais ne sont pas des critiques d'art. Le problème, c'est que, en fait, les grandes institutions de commissaires-priseurs, enfin, comme Sotheby ou Christie, appartiennent maintenant à Pinault et compagnie. Oui. Donc, ces gens-là possèdent enfin, ce sont des actionnaires, en fait. Et ils possèdent à la fois des journaux, à la fois avec leur critique d'art. Oui. Enfin, la boucle est bouclée. Mais, oui, c'est un peu. C'est plus complexe, peut-être, mais c'est un peu ça. Ouais. C'est un petit peu ça. Tout est entre les mains des mêmes gens partout. Et puis, voilà. Et quand c'est pas dans ce circuit-là, c'est le circuit institutionnel qui est finalement bien pire, puisque c'est le diktat, et vous devez aimer Dupont et pas Durand, Dubois et pas Duval. Voilà, c'est tout. Et au milieu de ça, le critique d'art doit nager. Alors les jeunes, effectivement, ce que je disais tout à l'heure, ils préfèrent aller vers les voies toutes tracées de l'institution, de la mode, des jeux qui se passent entre New York, Londres, Berlin, éventuellement Paris. Ben, Paris, tout le monde s'en fout, dit-on en France, mais à l'étranger, je vous assure que c'est pas le cas. Je voyage tout le temps, je vous assure, quand je dis que je suis français, on me dit « Ah, vous êtes français, déjà ça, c'est pas mal. Alors, la critique d'art français, c'est bien. » Et puis, vous êtes de Paris? Oui, j'habite Paris. Ah, vous habitez Paris? Par chance, j'habite en plus Montparnasse, alors c'est vous dire. Mais autrement, non. Vraiment, nous sommes partout adorés, vénérés, aimés, etc. Il y a 13 000 plasticiens coréens qui travaillent en France. C'est considérable. Qui viennent faire leurs études, qui viennent travailler ici. Bon, les Japonais, je ne sais pas combien il y en a, mais je crois que ça ne doit pas être bien loin, voire un peu 10-12 000, je pense, oui. Oui, mais les Olympiades des Arts ont été elles ont été un élément quand même moteur pour que beaucoup de Coréens, Azobal Comenares, tu y étais d'ailleurs, en 88, il y a eu une forte explosion de la Corée. Organisée très par ouverte. M. Restani, Shurigera et Glibotta. Oui, et qui avait été initiée à la base par Lia Grandbiller. C'est ça, oui. Et son fils, c'est elle qui avait eu l'idée. Tout à fait. Et bien, voilà. mais pour revenir à le critique d'art aujourd'hui, je ne sais pas, ces malheureux garçons et filles qui sortent d'écoles spécialisées, soi-disant, que ça s'appelle l'IESA, le je ne sais pas quoi, de je ne sais où, avenue Pierre Ier de Serbie ou rue François Ier, je ne sais plus, etc. Bon, tous ces trucs-là, c'est très bien, mais ils sortent, ils n'ont pas de culture, ils n'ont pas de curiosité, on leur a même pas appris à regarder. Bon, ben écoutez, mes petits camarades critiques d'art qui sont leurs professeurs, devraient quand même leur apprendre à regarder, ou alors est-ce qu'eux-mêmes ne savent pas regarder? C'est la question que je pose. Il y a une chose, d'abord, est-ce qu'on peut apprendre à quelqu'un à avoir un œil? Je ne pense pas qu'on peut apprendre à quelqu'un à avoir un œil. Je pense qu'il doit lui-même faire les ateliers, voir le plus grand nombre d'œuvres possible, non? Il y a des gens dont on ne pourra jamais rien voilà, tirer, à mon avis. Je suis bien oui, d'accord. Ça, je suis convaincu. Bon, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions, je vous prie? Si vous pouviez, cher monsieur, si vous pouviez, parce que... Donc, merci. Quel rapport y aurait-il entre le critique d'art et la création de valeur? Alors, vous voulez répondre? La création de valeur. Qui peut répondre? Moi, Je je peux répondre? Je comprends mal la question. Si, moi, je comprends la question. Le critique d'art. Oui. Critiquer une œuvre. Oui, c'est une valeur ajoutée, en effet. Alors, comment vous... c'est-à-dire... n'ajoutez pas, oui, d'accord. Oui, la création de valeur. Non. donner une valeur. Bah, c'est-à-dire que ça se quantifie pas, mais très souvent, si vous voulez, le public, le grand public, comme on l'appelle maintenant, a besoin
d'avoir un critique, avoir des textes Ça ne me montrait pas. dans le... Non, il a besoin, par exemple, quand il y a un catalogue, notamment Kojiro Akagi, on va sortir son 10e livre sur son œuvre, eh bien, le conservateur Léry, qui dirige le musée Carnavalet, va écrire un texte sur son œuvre. Et ensuite, il y a généralement toujours un critique d'art qui écrit. C'est très important pour l'artiste. Il faut bien qu'on vive. Quelque part, non mais quelque part, il cautionne. C'est-à-dire, il cautionne pour le public. Il cautionne. C'est quelqu'un qui fait confiance à l'artiste, qui croit en l'artiste, et ça sécurise quelque peu le public. Je pense que c'est. C'est vrai. Nous sommes quelques-uns effectivement à faire ça, à écrire sur des gens. Moi, je n'ai jamais écrit de ma vie. Enfin, j'ai pas fini ma vie. Je peux encore me rattraper sur un artiste dont je n'aimais pas le travail. Oui, c'est Jamais. sympathie, mais il y a un rapport économique. Je peux pas, c'est tout, ça m'intéresse. Ah non, pas forcément, non, non. Un Bien sûr rapport que non. économique, Bien on sûr nous que non. paye, oui, nous sommes payés. Non, pas oui, forcément, c'est vrai, ça dépend. C'est le seul rapport économique qui Oui. existe, c'est que Pas nous forcément. sommes payés pour notre travail. Pas beaucoup, mais nous sommes payés. Certains sont payés. Là aussi, il y a, si vous êtes bien d'accord, il y a des gens qui se font payer des sommes plus ou moins importantes. Ah oui, j'ai un de Il y mes a aussi- confrères éminents que tout le monde connaît Oui. ici, dont on a beaucoup parlé ce soir. Si vous ne lui donnez pas 200 000 anciens francs, il fait pas le texte. Voilà, hein. voilà. Et donc, Pour une préface de bouquin. Enfin, Voilà. je pense que tout le monde sait à peu près de qui Oui, je peux parler. oui, tout à fait, oui. Et il jargonne très bien et il conchit des textes absolument au kilomètre d'une façon magnifique, c'est splendide. on comprend rien d'ailleurs. Le c'est très bien. lecteur a l'impression d'être très intelligent parce qu'il n'a rien compris. Allez-y, j'ai lu ça jusqu'au bout, je suis très intelligent. Mais pour Quelle répondre leurre. à votre question, monsieur, d'ailleurs, on avait souvent parlé avec Asdrubal Comenares parce qu'il était professeur à l'université de Paris 8 et il en parlait avec ses étudiants. Nous avons l'habitude, quand on s'occupe des artistes vivants, nous prenons comme un fait maintenant. Nous sommes habitués au fait que les journaux ne parlent pas parfois de grandes expositions, parce qu'en effet, il n'y a que les grandes expositions grandes entre guillemets institutionnelles qui généralement achètent des pages publicitaires en contrepartie qui donnent de la place, si vous voulez, dans les magazines. Hein. Donc il y a toujours eu, il y aura toujours pour répondre vraiment strictement à votre question, des critiques d'art qui font ça pour l'amour de l'art, parce qu'ils adorent une peinture, ou une sculpture, ou une gravure, ou ils ont beaucoup d'amitié pour quelqu'un et ils veulent l'aider, et ils le feront gratuitement. Il y en a qui se feront payer, et il n'y a pas tellement de règles. Si vous voulez, là aussi, c'est très hétérogène, la population des critiques d'art. Le plus grand nombre se fait payer quand même. Ça répond pas à la question. Alors, quelle était votre question, plus exactement? Le rapport économique entre le critique d'art et l'artiste, par exemple. Comment il arrive à faire que la cote monte de l'artiste? Ah, ça, c'est pas le critique d'art qui le fait, ça. Jamais le critique d'art. Non, ça, c'est le commissaire-priseur, d'abord. Ou le marchand. Et le si vous marchand, permettez. les deux. Par-dessus tout le marchand et certains collectionneurs, certains mécènes, certains amateurs de l'artiste qui s'en occupent. Mais je comprends mieux maintenant le sens de votre question. Alors pour répondre à ça, le rôle du critique d'art est infime. Le critique d'art n'intervient que par sa signature si elle est réputée. Tout à fait. Alors, d'ailleurs, lorsque vous regardez un catalogue ou un livre plus fouillé sur un artiste, ou même s'il y a très peu de texte, à la fin, vous avez toujours une rubrique ont écrit sur Jean Dupont. Alors, vous avez toute la liste dans laquelle j'ai le plaisir d'être parfois, pas toujours, où on m'a oublié. Alors là, on n'est pas content. Si on vous oublie, on dit merde, mon texte n'a pas plu. Ben, tant pis. Mais c'est trop tard. Mais vous avez la liste et alors on reprend souvent dans les bouquins, dans les gros catalogues, des catalogues un peu plus épais, on reprend des citations de critiques à travers les âges de l'artiste concerné. Et là, nous intervenons pour cautionner l'artiste, pour soutenir son élan, son envol financier. Là, mais à notre corps défendant, finalement. Parce qu'on écrit souvent, on écrit souvent sur les artistes qui ont 25 ou 30 ans, et puis moi, il m'arrive maintenant, l'âge aidant, de retrouver dans certains bouquins, certaines monographies d'artistes, un texte que j'ai écrit il y a 15 ans ou 20 ans, je vais oublier que j'avais écrit sur lui, bon, puis voilà. Mais maintenant, on utilise mon nom, alors qu'on aurait fait le livre il y a 15 ans, on n'aurait jamais mis mon nom parce que j'étais pas encore un peu connu, quoi, c'est tout. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme ça que nous cautionnons. Mais c'est tout. Nous n'intervenons pas et dans le meilleur des cas, on a chez nous avons dans nos collections, parce que nous avons en général des collections assez sympathiques, il faut bien le reconnaître. Il faut quand même que le métier de critique d'art ait un avantage. Et c'est celui-là, entre autres, surtout pour moi, j'adore ça. J'ai un certain nombre d'œuvres principales. J'ai à peu près des œuvres sur tous les artistes sur lesquels j'ai écrit. Oui. Parce que comme ils ne peuvent pas payer, en général, ils vous donnent une œuvre.
Monsieur Diciulo le pratique, les autres artistes présents l'ont pratiqué ou le pratiquent encore, c'est normal. Pas forcément, il y a aussi des artistes qui refusent systématiquement. Ah ben écoutez, ne pas être payé, pas avoir d'œuvre, etc., nous ne sommes pas masochistes quand même. Non, mais Faut c'est pas là qu'il y a... exagérer. Non, c'est là que je tiens à souligner qu'il y a toutes sortes de critiques d'art et de façons de fonctionner, aussi bien de l'artiste avec le critique d'art que le critique d'art avec les journaux, etc. C'est assez complexe. Hein. Et puis il y a aussi le critique d'art qui ne va jamais chez l'artiste. Je sais un critique d'art dont nous avons déjà parlé uniquement par initiale, et vous lui demandez un texte, il vous dit bon, alors un texte de quelle taille, de quelle dimension, alors on dit 2, 3, 4 feuillets, bon ben ce sera tant, vous m'envoyez 4 photos et un curriculum vitae. Mais j'habite à 3 rues de chez vous, vous pouvez venir, je n'ai pas le temps. Vous devez savoir, pour certains d'entre vous, savent de qui il s'agit. Bon, Pierre Restani fait un peu ça aussi, mais moins quand même, il est plus sérieux. Il est beaucoup plus sérieux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tu peux... Oui. Tu peux appuyer. C'est pas une question, mais moi je dois dire que dans mes souvenirs, la meilleure critique d'art que j'ai lue sur la critique d'art, c'est le petit bouquin de Paul Bury qui s'appelle L'art inopiné, je ne sais quoi, à bicyclette, hein, où j'ai des dessins gravés sur bois ou sur cuivre, peu importe, avec des petits textes bidonnés, complètement artificiels, qui sont un jeu linguistique et une manière de se payer la gueule de la manière dont certains critiques d'art jargonnent, et qui est un vrai bonheur. Ce petit fascicule est difficile à trouver aujourd'hui, je l'ai acquis il y a déjà une vingtaine d'années, mais je dois dire que c'est un véritable bonheur, et j'ai pas trouvé meilleure critique de la critique que celui-là. Vous avez tout à fait raison, je connais ce livre en effet, et c'est tout à fait amusant. Il s'est moqué de ses propres amis d'ailleurs, parce que les critiques dont il se moque, Pierre Restani en tête, bon ben, nous sommes bien d'accord. Mais c'est extrêmement drôle. Il y a peu d'ouvrages, il y en a quelques-uns quand même qui ont été publiés dans ces 20 dernières années. J'avoue que j'ai pas pensé à amener de documentation sur ce genre de sujet, mais il y a quelques critiques d'art qui se moquent d'eux-mêmes quand même, ça existe. Oui, il y a de l'autodérision, oui, ça existe. Asdrubal, je crois que je l'ai un peu fait moi-même tout à l'heure, j'espère, tout au moins. Asdrubal, tu voudrais dire quelque chose sur la critique d'art en France? Parce que là, on parle de la critique d'art en France et la critique d'art aussi peut-être à l'international, en Amérique du Sud. Comment est-ce que les choses se passent? Est-ce que c'est la même chose? Tu peux appuyer, s'il te plaît, sur le bouton, là. Je crois que el critique por el artista, como ha dit Persan, c'est quelqu'un qui le donne la crédibilité. C'est-à-dire qu'un artiste, même si il est très bon, s'il n'a pas un critique como que sea top, como il a un type américain qui s'appelle Pollock. Si derrière lui n'était pas Greenberg, il n'avait pas apparu. C'est-à-dire que c'est une peinture très difficile à saisir. Le critique, c'est le seul pont. Pour moi, le critique d'art, c'est le seul pont entre l'artiste et le public. Seulement que c'est vrai que le critique aujourd'hui est devenu comme avec des mots très recherchés, como les articles de presse, mais aussi ça c'est pour un public très limité. Oui. J'ai connu très bien, je l'invitais une fois à Daniel Bourren, et je m'imaginais que Daniel Bourren, parce que comme il apparaît dans toutes les revues, avait beaucoup d'argent, il m'a dit non, j'arrive à vivre parce que je donne des cours de séminaires à l'Amérique, mais sinon personne n'achète un truc qui est comme una... Oui. C'est comme les... Bien sûr, oui, c'est rayure. Si. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, parce que ça joue un rôle, c'est pas seulement l'artiste, et l'État joue un rôle très important. Oui. À l'époque de Lang, del socialisme, había una cantidad de artistas de lo que s'appelle la nouvelle figuration. Et tous sont chutés après. Ils l'ont remonté, mais après ils l'ont disparu complètement. Mais je crois que les critiques d'art qui arrivent à avoir un pouvoir, c'est celui-là qui arrive
agrupé une quantité d'artistes, ils font comme un mouvement, comme Restani, par exemple. C'est-à-dire, il apparaît avec son nouveau réalisme, et l'autre, Michel Ragon, avec tout l'art informal, Oui. tachisme français, ou l'informalisme français. Parce que Michel Ragon, finalement, aide beaucoup à Tapié, par exemple, l'espagnol. Sont des artistes qui sont très difficiles. Tapié est un artiste très difficile à comprendre. Mais l'artiste existe. C'est pour ça que je crois qu'il faut que le critique imagine qu'il n'a pas de pouvoir. Il a un pouvoir. Le critique, il a un pouvoir. Le pouvoir de pouvoir faire comprendre quelque chose incompréhensible, on pourrait dire. Parce que l'artiste, ce n'est pas toujours compréhensible. Ah non. Quand tu vois les 50 ans de tous les informalismes, il n'y a pas beaucoup de monde qui sait. Qui est sorti. Non. Bien Quand sûr. tu prends Matthews, tu La prends loi. sont des artistes très difficiles à saisir. Mais le critique arrive, c'est un privilège. Il arrive à faire compréhensible, à faire visible quelque chose d'invisible. Je trouve que c'est un pouvoir. Et Y Kojiro, sinon, à l'Amérique latine, los critiques viennent du journalisme. Sont journalistes qui font la critique. mais est-ce qu'ils ont, parce que nous, les espaces se sont quelque peu raréfiés pour la critique d'art dans la presse. Est-ce qu'il y a vraiment, comme avant-guerre, est-ce qu'il y a vraiment des pages entières pour la critique d'art? Je trouve que à l'Amérique latine, c'est un privilège ça. Il a au moins 2 ou 3 pages dans n'importe quel journal dédié à l'art. Ça, c'est un privilège. Ah oui, Comment c'est- Ouais. Comment Que Ça ici, n'existe chaque fois, plus. je vois que réduit, c'est plus réduit. Ah, ici, il n'y a rien. De toute façon, on en discutait à chaque fois, on sait que c'est comme Non, ça. là-bas, il a On sait. beaucoup plus de On sait qu'on- possibilités. C'est pareil que, par exemple, vous connaissez personne les artistes comme Soto, Cruzies. Oui, Carlos est un ami. Sont des artistes que Venezuela était lo que s'appelait un pays de nouveau riche, avec des pétroles, des trucs comme ça. J'ai profité un peu de ça aussi. Tout à fait. Les nouveaux riches n'ont pas de formation. Et les nouveaux riches attendaient que les critiques disent quelque chose pour acheter. Et j'avais un ami qui est très important, Morman, non? Il aimait l'art, il aimait les artistes, s'appelait Boulton. Il faisait partie del MoMA, como estos tipos que el MoMA cherche un peu partout. Et c'est ainsi qu'il n'avait pas besoin d'écrire. Il avait tellement d'argent, il était milliardaire, mais il avait besoin de... L'argent, ça fait pas tout. Il avait besoin d'avoir un prestige. Donc il écrivait bien en plus. Ah, il écrivait bien. Mais c'est ça, je trouve que la France, chaque fois, la critique d'art est plus Oui. petite, inexistante. La plupart des tribunes ont été, je le disais tout à l'heure, ont été supprimées en France. Oui, Il n'y a presque plus rien. tout à fait. Les grands hebdomadaires ont des pages, mais dans lesquelles il n'y a que des échos ou des choses opportunistes avec les expositions du Grand Palais, du Sénat ou de je ne sais où, qui sont des choses bateaux. Mais parler d'une exposition plus petite ou moyenne d'envergure, je ne parle même pas de qualité, c'est exclu. C'est complètement exclu. Et on a même pu analyser dans le séminaire écrit images orales et nouvelles technologies du professeur Marie-Claude Vétréno-Soulard que la plupart de ces expositions sont en fait des échanges marchandises, c'est-à-dire achat d'espaces publicitaires déguisés, c'est-à-dire 1 mois ou 2 mois avant ou 1 mois ou 2 mois après, contre des articles. Mais C'est la je raison crois pour que- laquelle on a notamment énormément d'articles sur les commissaires-priseurs. Parce qu'ils achètent énormément de publicité. Ah non, c'est juste. Et Kojiro, tu pourrais peut-être dire quelque chose sur ce qui se passe, comment tu vois ça? Oh, justement, Parce que Kojiro est journaliste, justement. je crois que c'est un critique d'art qui a habité en Europe. Il a décédé il y a quelques ans. Eva Rajon, c'était un des membres de AICA aussi. Il a écrit dans son livre, si j'ai aidé pour les artistes, 10% de remerciements sur la vente, c'est normal. C'est la coutume en Europe. Il a écrit dans son livre, clairement. Il disait ça que... Oui, oui. Ah bon? Donc, chaque artiste doit être payé 10% sur la vente
sur le remerciement pour les critiques d'art. Je comprends pas. C'est qu'il disait qu'en France, les En critiques d'art Europe, se faisaient payer Oui, avec 10% de... Oui. Ah bon? oui, Ça alors il a écrit dans son Navré livre. de ne pas avoir su ça plus tôt. Ah oui, c'est dommage. Merci de parce m'avoir que- réveillé Ah oui. aujourd'hui. Je vais tout changer. C'est bon à savoir. Tout changer. Mais c'était quand ça? Oui. Quelle Une grande période? nouvelle. C'était 1970-80. Ah, peut-être. Oui, c'est peut-être, un peut-être, c'est acteur, certain. mais je comme sais pas. ça, et il est Mais mort à Bruxelles. Qui était ce critique? Qui était ce critique qui disait ça? Il est très connu au Japon, mais il y C'est en a possible, hein? en histoire au musée de Japon, donc il n'a pas pu vivre en Europe, au Japon. Donc il est venu en France, il a installé ici, et il est mort à Bruxelles. Et presque 30 ans, il a habité à Paris, en Europe. Ah ouais. Il a Peut-être écrit que clairement certains comme ça. faisaient ça. Hein. C'est intéressant, je ne savais pas. Tout Je est savais pas ça. possible, mais Ouais. enfin, je ne vois pas les critiques des années 60. Si c'est ça, nous protégerons, nous occuperons. Oui, C'est la mais- coutume en Europe. Il a écrit ça. Mais en même temps, ce qui est drôle, c'est que cette époque auquel tu fais référence, années 60-70, renvoie à la période dont tu parles au Venezuela, avec beaucoup de nouveaux riches. Tati, notamment, dans son cinéma, les a très bien décrits, qui achetait beaucoup de peintures. Il y avait une profusion de critiques d'art, parce qu'aussi, il y avait une totale méconnaissance de l'art, et les gens voulaient en acquérir. On a eu la chance d'avoir un architecte qui s'appelait Villanueva. qui a Villanueva? fait là-bas la cité Villanueva? Villanueva. Oui. C'est un grand architecte qui a fait la cité universitaire. Il a invité à Léger, Picasso, nous avons dans le Laurence, cité universitaire etc. tous les Ils artistes. sont tous allés. Il a un plafond de Calder. C'est ça. Ah oui, oui, au Génial. Venezuela, oui, oui. C'est- Il y a la grande musicienne de Laurence aussi qui est Mais dans c'est le hall. c'est un pays comme ça, c'est un pays qui avait beaucoup d'argent, comme Oui, l'Arabie mais- Saoudite. Oui, mais mon rêve, c'est parce que tu m'avais expliqué ça il y a longtemps déjà, c'était que, et ça on l'a jamais fait, mais c'est mon rêve, peut-être qu'on y arrivera, c'était de faire comme à Caracas, que chaque station de métro ait une immense sculpture, une sculpture monumentale, avec de façon à apprendre au grand public C'est l'art comme ça dans de tous beaucoup les de grands pays. sculpteurs. Le métro Caracas. de Lisbonne, chaque station a été attribuée à un grand Il a un artiste artiste. international. Portugais principalement, bon ça c'est un peu normal, nous sommes au Portugal, mais il y a quoi? Il y a une dizaine de stations faites par les Portugais, toutes les autres stations ont été faites par des grands artistes internationaux. L'Autrichien qui fait les maisons de travers, je sais plus son Oui, oui, nom, oui, bon, oui, très oui, bien, à sa station, Zaouki à sa station, etc. Ben, ils ont donné les stations un peu à tout le monde et c'est très bien. Le métro de Toulouse est dans le même cas, mais avec des artistes français ou vivant en France. Le métro de Bruxelles, il n'y a que les artistes belges, mais toutes les stations sont décorées. Il y a un artiste qui est Luc Père, qui a eu 2 Oui, stations. oui, en Et il a Belgique. été obligé de ne pas signer la seconde, sinon il n'avait pas le droit de la faire. Alors il l'a fait signer par l'architecte, il s'en foutait, et puis voilà, il a 2 stations de métro. Mais bon, tout est comme ça. Les métros, il n'y a qu'à Paris, où c'est pas du tout. Il y a une station de métro faite par un artiste, c'est Manuel Cargaler, ou le Jean peintre Palais, portugais, je crois, qui a fait, c'est ça, à Champs-Élysées-Clémenceau, qui a décoré le hall Champs-Élysées-Clémenceau. C'est le seul. Ça fait 15 ans que j'écris aux politiques pour leur dire de faire ça, mais ce serait pas bête, personne le ne métro m'a de piqué Paris, l'idée, ça c'est serait dommage. Non, il a des choses Monsieur qui sont- voudrait il a poser des une choses question, très je vous dures prie. ici. Il a des choses vraiment qui sont très difficiles à supporter, très dures. Ici, Por ejemplo, la cuestión de la colección de Giacometti. Oui. oui. Cuando c'est pas possible que chaque fois il faut vendre pour payer les dépôts. Les droits. Ça, c'est horrible. Enfin, ça, il y a peut-être C'est-à-dire, des choses c'est que... pas normal que ça arrive. Et hors antenne, si j'ose dire, Oui. je pourrais peut-être vous expliquer. Oui, 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 on pourra Mais peut-être expliquer. Hors antenne. Monsieur voudrait poser une question, oui. Vous venez de dire tout à l'heure, il était question de voir ou ne pas voir les choses. Vous avez dit qu'on ne peut pas donner l'œil à quelqu'un de voir, ce que j'ai bien compris. C'est vrai, mais par contre, on peut le rendre facilement aveugle. On peut le rendre facilement Aveugle. Oui, c'est vrai aussi. Bon, ça c'est une chose. Mais comme artiste, je peux dire qu'il ne reste rien d'autre que être perçant, très perçant. Mais pas canard boiteux, mais canaille boiteux. C'est-à-dire, c'est tout. Il n'y a rien de plus à dire. Vous êtes monsieur Milinkov. Mais il faut Milinkov. être très perçant, Non, mais si j'ai bien compris. vous êtes artiste, non Bah, j'essaie d'y être, mais Ah. c'est pas facile. Non, mais d'accord, mais Ça, c'était nous pour sommes bien savoir... d'accord. Oui, c'était pour savoir, c'est ça. qui- C'était la question que je pour posais. vous présenter. C'est ça, à ma voisine. Oui, oui, oui.
Voilà. Alors pourquoi Écoutez, suis-je une canaille, monsieur? écoutez, J'aimerais non, répondre. il n'a pas dit ça. Non, il n'a Non, pas dit vous, ça. vous- Il n'a en pas dit ça entrant, du tout. vous avez dit que vous J'ai êtes entendu canard canaille, oui, boiteux. j'ai mauvaise Non, conscience. sinon il a fait un jeu de mots. Vous avez dit canard boiteux. Oui, c'est vrai. J'ai dit Ici, pas oui. canard, il faut être canaille boiteux. Ah oui, d'accord, très bien. Non, j'avais compris canaille, alors je trouvais ça amusant. C'était sympathique. Mais c'est avec cette intention que je l'ai dit. Non, c'est très bien, c'est très très bien. Écoutez, chers amis, le temps est vite passé et malheureusement nous devons conclure. Alors je vous donne rendez-vous, si vous le voulez, le mois prochain, où cette fois nous aurons comme sujet le marché de l'art. Et nous aurons Madame Brouta, j'adore Michel, oui, c'est une grande amie. Michel Brouta, qui dirige le syndicat des marchands des marchands de tableaux, d'estampes et du dessin, qui est la femme aussi d'un grand sculpteur qui s'appelle Vincent Badbeda, qui viendra parler du marché de l'art en France. Et nous serons en liaison avec l'université de UCLA de Los Angeles, où le professeur David Hall et Laura Robinson nous parleront des galeries aux États-Unis, et moi je parlerai des galeries en France. Et il y a aussi Madame Tissot, qui est professeure historienne de l'art à l'Université de New York, qui fera aussi une intervention sur le marché de l'art aux États-Unis. Et par ailleurs, pour ceux qui seraient disponibles le 13 mai, nous avons le séminaire avec le professeur Marie-Claude Vétréno sur l'art écrit, images, orales et nouvelles technologies, salle 213 à Jussieu. Oui, tour 34-24. Et nous avons le séminaire Carrefour Télématique le 14 mai ici même. Et donc nous avons rendez-vous le AREA, nous avons rendez-vous au mois de mai, le 20 mai dans cette même salle. Je vous remercie d'être venus. Nous aurons bien sûr des CD où nous pourrons voir cette conférence.